Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Camdis TV ce dimanche dans le cadre du grand débat. Le débat de ce soir s'ouvre sur les questions d'actualité qui auront marqué cette semaine. Nous parlerons du Covid-19 à la faveur du rapport final qui aurait pu être rendu public il y a quelques jours à l'Assemblée nationale du Cameroun, pourtant annoncé avec l'appui du ministre camerounais des Finances sur l'utilisation des 180 milliards de francs CFA comme fonds mis en route dans la lutte contre le coronavirus dans notre pays, le Cameroun. La Chambre des comptes a ardemment travaillé sur le document. Nous essayerons de comprendre avec nos panélistes qui ont pris place dans ce studio les raisons profondes de ce renvoi. On restera au Cameroun, mais parlons des mœurs cette semaine. Nous reviendrons sur cette question qui a égrené les choux gras de la presse et même qui a fait jaser sur les réseaux sociaux, parlant de Martin Kamemim qui était face à la presse cette semaine. Il a fondu en larmes demandant pardon aux personnes concernées par cette affaire et partant sa famille et même ses très proches. Mais tout à côté, un autre cas similaire, mais dont on n'évoque pas beaucoup le principe sur le terrain, celui de Paul Chouta, qui n'est pas moins condamnable que Martin Kamemim. Nous essayerons de comprendre ce poids, deux mesures face à ces différentes affaires qui n'aident pas la jeunesse camerounaise. Et nous sortirons par la Côte d'Ivoire cette semaine avec tout ce que l'on connaît dans ce pays au lendemain du retour de Laurent Gbagbo, lui qui demandait le divorce. Son avocat cette semaine a rendu public un document faisant état de la situation dans son pays, mais aussi en Côte d'Ivoire, mais lui, il est exilé du côté de la France. Guillaume Soro qui a été condamné à perpétuité dans son propre pays pour atteinte à la sûreté de l'État et bien d'autres compatriotes. Le round-up sera fait au cours de cette émission ce dimanche. Merci de faire confiance à Camdis Télévision. Le débat s'ouvre dans un instant avec nos panélistes. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de faire confiance à Camdis TV ce dimanche et bienvenue une fois de plus à toutes et à tous. Nous ouvrons ces échanges avec nos panélistes. Les quatre sont déjà dans ce studio. Joseph-Marie Elundou, il est membre de la société civile et surtout auteur. Lui, il a produit un livre assez intéressant depuis quelque temps. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis heureux de vous présenter. L'ouvrage dont vous parlez. Et ça fait le mois de février que cet ouvrage... Peut-être on aurait pu commencer par le titre, Paul Biya, le disque dur. Paul Biya, le disque dur, ou l'héritage des générations. C'est le livre que nous avons produit. Et il est en version anglaise également. Paul Biya, The Hard Disk. Et la trame de fond de ce document, de quoi s'agit-il dans ce livre, en quelques minutes? Moi, j'écrivais un livre pour restituer la vérité historique. J'ai dit dans ce livre d'entrée de jeu que j'écris pour la jeunesse. Pourquoi? Parce que l'historique de ces livres, c'est que j'avais commencé un ouvrage, qui va paraître bientôt d'ailleurs, sur le cacao. Le cacao, la fève de cacao, sa transformation et les défis de l'émergence et du développement. Et pendant que je suis sur le livre, je regarde la télévision et j'entends quelqu'un dire « En 36 ans, Paul Biya n'a rien fait ». Alors, moi, ça m'a un peu gêné parce que les mots en français ont un sens. Quand on dit « rien », ça veut dire que c'est vide. Or, lorsque Paul Biya prend le pouvoir, j'ai 25 ans. Donc, je suis un témoin de l'histoire. Je sais ce qu'était le Cameroun en 82. Je sais ce qu'il est devenu. Je suis sûr qu'autour de la table, il y a des gens qui n'étaient pas là. Et on peut donc les manipuler. Donc j'ai pris ma plume pour certifier que non, il y a quand même eu des choses ont été faites.
elles ne sont peut-être pas au goût des uns et des autres, elles ne sont peut-être pas parfaites. Mais j'ai donc commencé à écrire le livre. Et puis à la fin, je me suis senti fortement inspiré pour écrire même un livre que beaucoup qualifient comme étant un livre d'histoire politique. Merci. En tout cas, la restitution du livre, ça lui-même, il présente beaucoup d'éléments assez intéressants pour ceux qui veulent connaître l'histoire du Cameroun. Il y a une chose qui est incontournable. Un homme ne peut pas faire près de 58 ans au cœur des institutions de notre pays et on n'en parle pas. Et pour lui, il est incontournable, de toute façon, pour Merci. le personnage. Que ce soit en bien ou en mal, une chose est certaine, on peut toujours se focaliser sur son personnage pour développer des thématiques, n'est-ce pas, multiples. Et je vous recommande vivement le livre parce que nous traitons des questions de tout genre, même les questions de paix, de sécurité, la question anglophone, les multiples crises que le Cameroun a connues. Et c'est l'occasion pour... La guerre froide. Ils auront l'occasion de découvrir le livre. Voilà. Il est disponible dans les librairies. Il est disponible. Et puis, mon éditeur également a encore un bon stock qui peut permettre que ceux qui voudraient s'intéresser à ce livre et à l'histoire du Cameroun s'en préoccupent. C'est noté, c'est enregistré. Un autre invité que nous accueillons ce dimanche, Denis Emilien Tangana, il est président national du Front des démocrates camerounais. Bonsoir, président. Bienvenue. Bonjour. Temps pour moi. Bonjour et bonsoir, M. Bonjour. Bonjour aux panélistes, toute possibilité à tous les téléspectateurs de Cambis Télévision. Et je précise également que je suis conseiller municipal à la commune de Moradi. Merci, soyez le bienvenu ce dimanche. Votre formation politique se porte bien ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a quelques jours, vous aviez enclenché un mouvement qui visait une certaine marche. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'intention de reprendre la marche qui avait été interdite par les autorités administratives locales? Quel est le point de la situation en ce moment? Vous savez, nous sommes un parti républicain. Lorsque l'autorité administrative avait interdit cette marche, nous avons pris acte. Et par la suite, nous avons écrit une lettre au président de la République, question de lui demander, de lui exprimer d'abord pour la toute première fois notre motion de soutien, pour que l'enquête qu'il a bien voulu prescrire au TCS se passe sereinement. Et dans cette lettre, nous lui avons dit, pour le respect qu'il a des institutions, pour la confiance que le peuple camerounais a bien voulu placer en lui, nous estimions qu'il était très important qu'il décharge d'abord le Premier ministre, les ministres impliqués dans le Covid, en fait tous les agents publics. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une enquête est ouverte, les ministres vont se faire... Nous y reviendrons. Et qu'il, jusqu'aujourd'hui, il reste en fonction. Ça, dans les usages républicains, ça ne se fait pas. Quand un ministre est impliqué dans un scandale, on le décharge d'abord, il répond aux enquêtes comme un citoyen ordinaire. Au cas où sa culpabilité n'est pas établie, il est réhabilité. Oui. Ça, c'est votre point de vue. Signer un décret, ça ne prend même pas une seconde. Merci. C'est noté, Président. Je vous reviens. Merci d'honorer ce rendez-vous sur les antennes de Cam10 TV. Le prochain invité que nous accueillons et que nous avons l'ainsi honneur de recevoir pratiquement toutes les saisons dans ce studio, c'est Abel Elimbi Lobet. Il est membre de la plateforme Kautal. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité ici pour les préoccupations qui sont les vôtres en ce moment. Merci beaucoup pour cela. C'est vrai que ça va sortir un peu hors antenne, mais je vous ai vu feuilleter, lire la Bible pendant longtemps depuis que vous êtes là. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous retenez de ce livre? Je cherche quelques aspects de la sagesse mythologique judéo-chrétienne qui est très courante dans notre pays. Notre pays a une grande communauté chrétienne et d'autres communautés religieuses, toutes choses égales par ailleurs. C'est des communautés qui partagent les mêmes valeurs morales, qu'on soit catholique, chrétien, musulman et tout ça, c'est les mêmes valeurs. Donc, face à un certain nombre de dérives qu'on observe dans le champ politique, j'ai choisi depuis un certain temps de renvoyer les gens à ce que l'humanité a déjà eu à connaître et comment elle a apprécié un certain nombre de comportements, pour que les gens voient que
Premièrement, ce n'est pas un problème nouveau, c'est des problèmes qui préoccupent le monde depuis la nuit des temps. Mais qu'est-ce que les civilisations anciennes ont dit? Enfin, qu'est-ce qu'elles ont dit de ces choses-là, de ces pratiques? D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai pris part à cette émission. Je viens du MBAM et je ne pouvais pas passer compte tenu de l'importance des sujets que vous avez inscrits à la réflexion. Merci pour votre présence et en tout cas on reviendra sur... Vous avez voulu parler de Kautal. Qu'en est-il exactement? Parce qu'à un moment, on a ressenti... Bon, alors, c'est une occasion de préciser premièrement qu'il ne faut pas demander la santé de Kautal parce que Kautal n'est pas un parti politique. Kautal est une stratégie, c'est le nom qu'on a donné à une stratégie qui est d'ailleurs ancienne aussi et qui a eu ses fruits. C'est la stratégie de l'unité d'action des forces du changement. C'est ça qui nous a permis en 92 d'être à côté du changement, à un doigt. Les partis s'étaient mis ensemble autour de la candidature de John Frondi. Malheureusement, l'expérience n'a pas été poursuivie. Et parce que l'expérience de l'unité d'action a été remplacée par des expériences individuelles, on a vu, la prolifération des organisations politiques, la perte d'efficacité de toutes les organisations politiques de l'opposition. C'est leur résultat qui en atteste. L'UNDP qui est aujourd'hui, à mon sens, le premier parti de l'opposition, parce que c'est le seul qui a un conseil régional, c'est lui qui a actuellement le plus grand nombre de maires, c'est lui dans l'opposition qui a le plus grand nombre de députés, enfin c'est elle, c'est lui et l'UNDP, 7 députés, un conseil régional, une quinzaine de mairies, c'est le parti de l'opposition, mais l'UNDP est en déclin. Elle a commencé avec 68 députés. Vous voyez, donc la stratégie Kautal a été proposée en 2017. J'ai essayé de la proposer sur la base de l'étude des causes objectives des échecs à répétition de l'opposition. Merci. Il s'agit pour nous, dorénavant, d'aller face au RDPC avec aux élections présidentielles un candidat de large consensus et non 10, 12 comme c'est le cas, tout le monde voit les résultats. Ça ne va pas être facile, on sait qu'il y a beaucoup de partis politiques. Merci, je vous reviens. Les scientifiques ont mis plus de 30 ans à je vous reviens. Ils continuent d'ailleurs à chercher les bonnes méthodes. Merci, je vous reviens dans la suite des échanges. Les élections législatives et municipales, la pluralité des listes c'est noté. C'est elle qui nous fait perdre. C'est noté. Voilà. Alain Tidjor Roosevelt, honorable, il est député suppléant. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Monsieur Serge Bonjour, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur le plateau de Camdis Télévision, accompagné d'un panel qui est assez riche aujourd'hui, patrie d'expérience. Je voudrais ce matin commencer par saluer tous les militants du RDPC et demander à tous ceux qui n'ont pas encore de carte de militant de s'empresser pour en avoir, en commençant par le doyen Elim Bilombe. Voilà le panel ainsi présenté pour ce démarrage. Nous ouvrons avec la première thématique de cette émission parlant du Covid-Gate à la lumière de ce que le rapport d'audit final devait être présenté devant la représentation nationale. Malheureusement, cette présentation tant attendue, annoncée pendant fort longtemps, a été renvoyée. Je vous redonne la parole à Alain Tidjor Roosevelt sur la question. À votre avis, pourquoi le rapport final qui était attendu avec un travail élaboré par le contrôle supérieur de l'État et bien d'autres organismes au Cameroun, la Chambre des comptes aussi y a travaillé, et sans oublier ceux qui ont été présentés devant le TCS, qui ont répondu aux questions des enquêteurs. Pourquoi n'avoir pas présenté le document devant la représentation nationale? C'est vrai que ça devait être une première dans l'histoire de voir comment un rapport d'enquête non parlementaire est présenté devant le peuple. Et ça devait être une inauguration majeure, sauf que pour le moment, je préfère me réserver de donner un avis sur cela parce que la personne mieux placée, c'est le président de la Chambre des comptes.
Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Je me réserve vraiment de mon point de vue, du point de sortie de la ligne de mon parti. Mais les Camerounais s'interrogent beaucoup. Il s'agit quand même du rapport qui était tant attendu, 180 milliards de francs CFA dans le cadre de ce fonds de solidarité mis en place. Donc, à votre avis, on devrait encore attendre? Non, pas forcément attendre. Le rapport a été, l'enquête a été bouclée. Ça, c'est un fait, c'est connu tout le monde. Une enquête qui a été demandée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Dans tous les documents qu'il a rédigés sur les 180 milliards, c'est ça qui m'étonne parfois de comprendre certains députés s'arrogent le fait qu'en bavardant dans la rue, ils ont pu déclencher une enquête au Cameroun. Pourtant, c'est totalement faux. Le décret du PM, tous les documents, y compris les arrêtés, prescrivaient automatiquement un audit semestriel sur l'utilisation des fonds Covid-19. Et il est arrivé au moment où on a dit on doit lancer l'audit pour évacuer tout cela et voir s'il y a eu des détournements et des malversations. C'est ce qui a été fait. Maintenant, l'audit, pour une fois dans l'histoire, j'étais étonné de voir qu'un rapport d'étape se trouve sur la place publique. C'est des documents qui se font vraiment sans confrontation véritable. C'est-à-dire qu'il y a une tonne de guerre à l'intérieur qui ne doit pas être connue du grand public. Parce que c'est l'enquêteur qui, après avoir constaté les anomalies, se rapproche de l'ordinateur pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau. Et en confrontant maintenant, vous voyez que l'ordonnateur a peut-être tort ou n'a pas tort. Et si vous voyez généralement ce type de rapport quand ça fuite et qu'à la fin vous voyez qu'à la fin il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on recherchait derrière l'effet d'annonce? Si on savait que ce n'est pas aussi important que ça, c'est pour ça que je disais que je suis étonné de voir que pour une fois un rapport d'étape se trouve sur la place publique. Merci. On attend le rapport final qui peut être publié ou non dépendant du commanditaire. Il peut dire publier ou ne publier pas. Mais cette fois-ci un rapport d'étape, c'est-à-dire à mi-chemin, a été mis. On peut croire que c'était dans le but d'attaquer certains membres du gouvernement ou certains gestionnaires, je ne sais pas, mais pour le moment, je prends ça pour une faute qui, pour que c'est un peu compliqué. Merci. Vous avez vu que ça a créé tout le débat que nous voyons là, y compris et c'est la raison pour laquelle je vais redonner la parole à Denis Emilia Tangana sur la question, parce que la marche avait trait justement à la gestion de ces fonds Covid. Donc le montant officiellement connu pour l'instant, au-delà des rajouts qui ont été faits, on parle de 180 milliards de francs CFA. Denis Emilia Tangana, vous comprenez quelque chose de grand dans les explications données par l'honorable Tidjo Roosevelt. Est-ce que ce n'était pas une sorte de fuite en avant, ou alors les enquêtes n'étaient pas totalement bouclées et qui ont rattrapé ceux qui ont annoncé que ce rapport d'audit devait être présenté devant l'Assemblée nationale du Cameroun? Non, c'est ce que je voudrais dire à l'honorable, c'est que moi je respecte son président national et je suppose que son président national n'a pas instruit une enquête en se fondant sur rien. Donc ce rapport d'étape a toute sa place, sa pertinence, et nous au niveau du FDC, nous avons félicité le fait que le président de la République ait prescrit une enquête, et cette enquête est en cours. Mais nous estimons que dans un pays qui se respecte, qui voudrait qu'on respecte ces institutions, les autorités qui les incarnent, le préalable pour la poursuite de l'enquête était d'abord de décharger les uns et les autres de leurs fonctions. D'un. De deux, lorsqu'on vous parle des 480 milliards, nous au niveau du FDC, à l'entame de cette crise, nous avons préconisé, d'ailleurs écrit au Premier ministre chef du gouvernement, pour la création de l'Agence nationale de la protection civile. Dans les pays civilisés, dans les pays sérieux, c'est cette agence qui gère la prévention des catastrophes et des crises. Il y a une qui existe, il y en a une qui existe au MINAD. Non, une direction au MINAD où on voit le MINAD distribuer des sacs de riz partout. C'est pas de ça dont on parle ici. On parle de la protection civile qui fait des projections, des secours, qui gère des crises. C'est de ça qu'on parle. Et c'est cette société-là, c'est cette structure-là qui est censée recueillir tous les dons qu'on donne lorsqu'il y a une crise. On a donné des dons au ministère de la Santé, au MINAD, ces dons-là aujourd'hui sont portés disparus. C'est des inquiétudes. Alors ce que je voudrais dire, c'est que sur cette histoire de 180 milliards, en réalité, il y a eu ce qu'on appelle une répartition fantaisiste. Qu'avait-on à envoyer des milliards, par exemple, à la Cour suprême, un agent du Covid? Qu'avait-on à prendre l'argent du Covid pour envoyer dans certains ministères qui n'ont aucun lien avec l'histoire du Covid? D'autant plus qu'il y a quelques ministères qui n'ont pas reconnu l'argent qui leur a été attribué. 24 ministères ont reçu les financements de 180 milliards. Sans compter qu'il y avait déjà des lignes spéciales qui étaient faites dans ces ministères dans le cadre du Covid. On ne va pas parler du fonds de solidarité dans le plan a mis ses propres 1 milliard dont on ne connaît pas la destination aujourd'hui. Donc c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a eu une répartition fantaisiste. Et moi je crois aujourd'hui que le moment est venu pour que les uns et les autres prennent conscience qu'il faut véritablement créer
l'Agence nationale de la protection civile. Les gens ne peuvent pas s'amuser. Chaque fois qu'il y a eu une crise au Cameroun, il y a toujours eu des détournements autour de la crise. Toujours. Parce qu'on ne veut pas créer la structure qui est censée coordonner les activités. Vous pensez que le gouvernement n'a pas les moyens nécessaires et les organismes nécessaires pour la gestion de ce montant? C'est un problème de volonté dans un pays. Il faut créer autre chose. Imaginons que nous voulons, par exemple, combattre le grand banditisme. Et il y a les moyens pour combattre le grand banditisme, on peut donner ça au directeur des écoles primaires en voulant combattre le grand banditisme au Cameroun. Il y a un problème. Donc c'est pour cela qu'on vous dit qu'il y a une volonté manifeste de vouloir à tout prix gérer des crises, capitaliser les crises pour se remplir les poches. Il faut donc créer la structure qui est habilitée à gérer ce genre de choses. De telle sorte que s'il y a des dons, s'il y a de l'argent, c'est eux qui maîtrisent la gestion des crises, la prévention. Ce que fait le MINAD, la fameuse direction dont on parle, est-ce que vous entendez par cette direction? On voit le MINAD qui s'est spécialisé dans la distribution des sacs de riz, des matelas et autres. Ce n'est pas ça qu'on appelle la protection. Merci, c'est noté, hein, Président. C'est un concept un peu plus dense et je pense aujourd'hui que pour nous éviter des crises, pour nous éviter des scandales pareils, chaque fois qu'il y a une crise, il y a un accident, on donne de l'argent pour indemniser les familles, ça se détourne dans les ministères. Il faut créer ces structures, ça va nous éviter. C'est une proposition c'est une proposition de votre formation politique. C'est noté, hein. C'est noté, je vous reviens. Sauf que ce sera du saupoudrage, ça existe déjà. Pourquoi créer quand ce qui est déjà fait? Votre direction, qu'est-ce qu'elle fait? Je doute fort. Je vous reviens. Chers panélistes, hein, on a vu s'il vous plaît. au cas du Il y a une Covid-19. différence entre une simple direction et une agence nationale. La différence, C'est noté. Si les missions sont définies pour la direction, C'est noté, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le mot agence qui est important. S'il vous plaît, chers panélistes, hein, c'est noté. Denis, président Denis. Président Denis Mila Tangana. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. S'il vous plaît. Nous avons à peine entamé l'émission. Permettez que nous poursuivons dans de bonnes conditions. Merci. C'est Joseph Marie Lundu. Il faut apprécier cette direction. La question, c'est vrai que c'est très difficile pour les Camerounais. On sait également qu'il y a un rapport d'étape de pratiquement 400 pages qui a fuité, s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. On a annoncé cet audit tant attendu par les Camerounais. À votre avis, est-ce que ce n'était pas le lieu de donner quand même 2 ou 3 points assez intéressants? Ça, c'est beaucoup d'argent. Et lorsqu'on se rend compte pour les Camerounais qui vont sur le terrain, que dans les centres sanitaires, dans les centres de formation, on a des hôpitaux qui manquent quand même de quoi traiter la pandémie, entre autres. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être au courant de ce qui s'est fait avec l'argent et dans les délais? Plus on rallonge les délais, plus on a comme l'impression que les Camerounais n'auront pas la lumière sur la gestion de ces fonds. Vous allez peut-être être surpris que je vous dise que ce sujet ne m'émeut pas beaucoup. Pourquoi il ne m'émeut pas beaucoup? Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut tout faire au Cameroun. C'est-à-dire que, en fin de compte, on ne fait rien. Parce que, avec les réseaux sociaux, avec cette méthode, cette manière qui consiste de temps en temps, on nous envoie des documents sur WhatsApp, une affaire est signée à la présidence, on reçoit un papier sur WhatsApp, chacun fait son gouvernement dans sa maison, fait ses commentaires, et en fin de compte, on ne sait même pas de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il? Le 18 mars, je crois que c'était 2020, 17-18 mars 2020. on nous annonce l'arrivée de la Covid-19 au Cameroun. Chose que personne ne connaît. Personne. C'est-à-dire que c'est une nouvelle maladie, c'est une pandémie, et pandémie veut dire que ça a pris le monde entier. Et maintenant, donc, on est dans cette obscurité et on essaye de combattre cet ennemi invisible. Et puis, sans que l'on sache trop pourquoi ce n'est pas 1 milliard ou 100 milliards ou 180 milliards ou 500 milliards, on nous dépose donc une affaire de 180 milliards. Donc, je ne sais pas d'ailleurs dans quel compte c'est entré. Qui gérait ça? Personne ne nous dit. Maintenant, on ne nous fait même pas l'économie de la planif, de l'utilisation, de l'emploi de cet argent. On discute de quoi? Cet argent était destiné à faire quoi et quoi? Quel était le plan de riposte? Non seulement du fait qu'on ait déployé 180 milliards, mais le plan de riposte, est-ce qu'on peut nous le présenter? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans cette affaire, j'aurais vu
Le Premier ministre, cher gouvernement, conformément à ceci, cela, on a eu 180 milliards. Tel ministère, tel est impliqué. Il y a une répartition, on a vu le montant alloué à chaque ministère. Voilà ce que nous devons, voilà les missions de chacun. Voilà les missions de chacun. C'est-à-dire que, de quoi s'agit-il? Maintenant, on demande un audit. Moi, quand on me demande un audit, il y a des choses précises. Un audit, c'est d'ailleurs un truc courant. Ça veut dire que si on avait planifié, il y aurait eu donc des phases d'évaluation. Suivi, évaluation. Parce qu'on se retrouve brutalement dans une affaire d'audit, une affaire de contrôle, une affaire de... Est-ce qu'il y a eu, en termes de projet, en termes de stratégie d'affrontement de cette maladie. Est-ce que les différents chefs de département ministériels qui auraient bénéficié de cette manne assez intéressante sont passés devant les enquêteurs de TCS? Ils ont justifié l'utilisation de cet argent. Moi, je vais vous dire un peu plus, puisque j'ai un peu enquêté sur l'affaire. Il se trouve qu'il y a plein de ministères qui n'ont pas reçu de l'argent. Du coup, même le montant de 180 milliards devient hypothétique. Il y a le ministère de la Communication, il y a le délégué général de la Sûreté nationale, il y a le ministère des Affaires sociales, il y a un certain nombre de ministères qui n'ont pas reçu de l'argent. C'est-à-dire qu'on a écrit que chaque tel aura tant, mais il n'y a pas eu de l'argent. Ces ministres, il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés pour leur poser la question, qui m'ont dit non, moi je n'ai pas reçu de l'argent. Donc on est dans une situation où effectivement, lorsque les hommes politiques s'approprient le sujet, moi je suggère toujours que l'on aille dans le fond. Pourquoi? Les Camerounais attendent de nous la clarté. Parce qu'enfin, quand vous parlez des Camerounais, vous parlez de qui? De tous ces gens qui ont faim, n'est-ce pas? Qui n'ont pas mangé, qui ne mangent pas 3 fois par jour, et qui entendent dire que leur argent, 180 milliards, ont été bradés par 24 individus. Vous voyez? Et donc on se trouve devant une situation où, à la limite, il faut faire très attention parce que c'est la vindicte populaire. Il faut donc que l'on soit sérieux lorsqu'on va engager un tel sujet qui peut déboucher sur des émeutes et des problèmes que nous n'allons plus maîtriser par la suite. Ça s'appelle la raison du renvoi? Pardon? Non, maintenant, pour ce qui concerne le renvoi, l'Assemblée nationale, je peux vous rassurer que moi, je savais qu'il n'y aurait rien. Enfin, par habitude, je savais qu'il n'y aurait rien. Et vous avez bien vu que même le ministre des Finances, qui est venu en parler, quelle autorité il a? Que le ministre des Finances lui-même est impliqué. Quelle autorité il a pour venir en parler aux parlementaires? Il y a donc là, à mon humble avis, une sorte de joyeuse pagaille, n'est-ce pas? Dans laquelle personne ne comprend rien. Personne ne veut rien comprendre. On ne veut pas nous donner des informations rationnelles, bien structurées. D'autant plus qu'une bonne partie des acteurs ne se retrouvent pas. Et lorsque vous nous parlez de la Chambre des comptes, c'est la première fois que l'on voit cet acteur vraiment en mouvement. Quelle est son expérience en la matière? Il faudrait quand même qu'on s'interroge. C'est la première fois qu'on le voit. La Chambre des comptes, non, on ne l'a pas vu en action. Comme la Chambre des comptes fait des rapports. Mais on n'a pas vu la Chambre des comptes au premier plan, comme ça. Moi, voilà. Merci. Je veux dire que poursuivez, est-ce qu'il y a eu, est-ce que par hasard, ce n'est pas une sorte de précipitation de balancer cet acteur devant nous et on se demande, mais d'où sort-il? Qui est-il? Est-il vraiment qualifié pour faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que c'est un contrôle? Quelle est la valeur juridique de ce qu'il fait? Est-ce que c'est pénalement crédible? Etc. Tout cela. Il y a également beaucoup à comprendre dans cette affaire. Je vous reviens le temps d'avancer avec Abel Elibi Lobé sur la question. Les Camerounais attendaient comment, ou alors la traçabilité des 180 milliards de francs CFA avec, naturellement, sur le terrain, des effets qui induisent efficacement que l'on a pu utiliser à bon escient cet argent, mais contre toute attente, certains membres des départements ministériels ont indiqué ne jamais avoir perçu de ce de quoi l'on avait indiqué en termes d'argent mis à leur disposition. C'est plusieurs milliards de francs CFA. Quel est votre regard sur la gestion du coronavirus au Cameroun relativement à ces montants et surtout au renvoi de cette audition qui devait être rendue publique devant la représentation nationale? Avant de vous répondre dans le fond,
veux d'abord dire à mon petit frère Tidjo qu'il attendra longtemps avant de me voir prendre la carte de son parti. Si je suis parti du SDF, ce n'est pas pour entrer encore dans un parti. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons mis sur pied la stratégie Kautan. Parce que nous ne croyons plus à l'efficacité des partis en tant qu'organisation qui se propose de conquérir toute seule le pouvoir. Donc, beaucoup de ses camarades avant lui ont fait le chemin pour me convaincre d'entrer dans le RDPC. Ce n'est pas nécessaire, puisque moi je veux que le RDPC quitte le pouvoir. Il faut donc l'accompagner à construire un meilleur pays pour demain. Non, moi je veux que vous quittiez. Vous avez déjà fait 40 ans. Il vous faut combien de temps pour construire un bon pays? Encore notre 40 ans avec vous cette fois. Ah d'accord, ok. Nous on est donc dans le camp de ceux qui pensent qu'après 40 ans, si vous n'avez pas pu nous donner un pays où on peut éviter ce genre de débat, même si on vous ajoute 40 ans, vous n'allez pas le faire. Et qu'il est temps de changer les hommes pour espérer changer même la structure des institutions. Quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur ce qui m'a paru intéressant dans ce que certains ont dit. Vous savez, parlant de la façon dont les hommes politiques s'expriment, et même de la façon dont les acteurs, d'une manière générale, s'expriment, le premier président de la Cour suprême, en 2019, dans son discours lors de la rentrée des cours et tribunaux, a fait un essai philosophique sur la liberté, et en particulier la liberté d'expression. C'est cet essai que j'ai ici devant moi sous la forme d'un discours intitulé « La démesure dans le champ des libertés publiques au Cameroun ». Et dans l'un de ces aspects, il dit « Il y a donc un visage ambivalent de l'exercice des libertés. Autant on veille à la libre expression, autant on doit s'assurer que les citoyens déroulent leur liberté dans le cadre prévu par la loi. » Et il pose la question, que révèle la réalité quotidienne? Et il répond, aujourd'hui plus qu'hier, l'expression des libertés s'éloigne considérablement des garde-fous fixés par la loi. Il y a des comportements manifestement illégaux ou de libertinage qui prétendent tirer leur source des libertés. La démesure a envahi le champ des libertés au Cameroun. Et Lundu a dit tout à l'heure, je vous rappelle que je voudrais le remercier parce que quand on m'a fusillé, les bandits m'ont fusillé, il est venu à mon chevet. Merci pour ça, c'est une marque d'amitié. Les gens même avec qui je combats, je n'ai pas vu beaucoup d'entre eux. Et Lundu a dit tout à l'heure que tout le monde veut tout faire. Tout le monde parle de tout. Et que finalement, dans ce climat-là, c'est nous qui perdons. Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'un rapport d'étape, d'abord, quand la Cour des comptes entre en action, son travail est adressé à qui? C'est au Parlement, ou c'est au chef de l'État, ou c'est à la presse, ou bien c'est à tout ça en même temps. Tidjo a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure, que les populistes de l'opposition ne comprennent pas. Il a dit que lorsque le chef de l'État a pris l'ordonnance de juillet 2020 portant rectification du budget, à l'effet donc d'introduire les dépenses afférentes à la gestion du Covid, puisque ce n'était pas connu au moment où on adoptait le budget en novembre 2019. Lorsqu'il prend cette ordonnance, je crois que, c'est moi qui crois seulement, fort de l'expérience de ce qui s'est passé dans la gestion des crises précédentes, notamment le sida, vous savez que beaucoup de gens sont allés en prison pour la gestion des fonds alloués au sida. Il a dit dans son ordonnance que les fonds alloués quand on a créé le fonds spécial pour le Covid,
vont faire l'objet d'un audit. Il a prévu ça. Mais qu'est-ce qu'on a vu les acteurs politiques, les mauvais opposants, parce que je vous ai déjà dit qu'il y a les mauvais opposants qui gâtent notre lutte. Ils ont commencé à faire, et à la tête, Nietzsche, faire du boucan alors qu'ils n'avaient même aucun élément objectif. Mais il y a quand même une série d'interrogations. Il n'y a pas d'interrogation. Il ne faut pas amener les gens à avoir des comportements de désordre. Quand tu décides de mettre les gens en cause dans l'opinion publique, ce qui fait partie de la démesure dont parle le premier président de l'Assemblée nationale, il faut avoir des éléments. Il ne faut pas jeter non plus les ministres et les hommes politiques d'une manière générale. Vous pensez que l'honorable Nietzsche faisait de la diversion? Il n'avait aucun élément. Il savait très bien qu'il est prévu qu'il y aura un audit. Et il voulait jouer à l'homme par qui l'audit est venu. Ça, c'est la première chose qu'il faut corriger dans cette affaire. Maintenant, quand on a évacué ça, le rapport d'étape, vous dites que ça a fuité. Donc, ce n'était pas destiné au public. Ce n'était pas destiné aux parlementaires. C'était destiné à celui qui a commandé cet audit. Et ce rapport ne met en cause aucun ministre. Vous avez lu ça? Donnez-moi le nom du ministre qui est mis en cause. Vous avez lu ça dans une autre langue. Non. Moi, je suis surpris de votre raisonnement. Mais vous êtes en train, je ne vous ai pas posé de questions. Qui parle? Qui parle? Allez-y, non, permettez. Qui parle? Denis Emilien, vous aurez la parole. Allez-y, Emilien. Pour chuter surtout. Le rapport d'étape n'est pas au ciel. Il est dans les ordinateurs, il est partout. Il ne faut pas bavarder pour rien. Quel est le nom du ministre que le rapport d'étape a mis en cause? Qu'il a volé de l'argent, il a fait ceci. Le rapport d'étape n'a mis aucun ministre en cause. Le rapport d'étape a souligné un ensemble de manquements qui sont susceptibles d'induire la décision du décideur. On a remarqué quand même qu'il y avait des dysfonctionnements dans la gestion. C'est de ça que parle le rapport d'étape. Quand le rapport peut-être le rapport définitif qui n'a pas été rendu public. Mais est-ce que c'est vous qui fixez le temps pour lequel le rapport doit être rendu? Il a été annoncé. Oui. Pour quand? Il devait avoir. Il non, devait être si rendu vous public. savez, vous me donnez. Non, il devait être rendu public il y a 3 jours. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Qui vous a dit ça? Vous avez bon, on évolue dans le débat. Quelle est l'autorité compétente qui vous a dit que le rapport final... Bon, je veux simplement que... Je veux revenir. On reviendra sur la question. Je veux simplement que... Permettez-le chuter. La culture du sensationnalisme politique, moi, je ne suis pas là-dedans. Vous comprenez? Cette histoire-là que des documents qui sont en fait dehors par la faute de certains individus qui jouent à être soit au service de l'opposition, alors que l'opposition est là. Si vous voulez être des opposants, soyez des opposants. Ne soyez pas tapis dans un système. Vous mangez dans ce système, vous vous nourrissez de ce système, vous le célébrez publiquement, et puis vous paralysez ce système par des comportements de comment on appelle ça, de persécution. L'opposition, ce n'est pas la persécution du régime. C'est la félonie. Il ne s'agit pas de persécuter le régime, vous comprenez? Il s'agit de développer une alternative de gouvernement par rapport à ce régime. Donc il ne s'agit pas de prendre les documents du régime. Le chef de l'État veut préparer un décret. Ses collaborateurs filment ça, envoient ça à un type qui est assis en Belgique, qui joue à être le TGV, je ne sais pas, de l'information. Et puis ça se retrouve dehors. Quel est l'intérêt que nous, on a à connaître un décret avant qu'il ne soit publié? Un décret est un acte destiné au public. Vous connaissez un décret qui est confidentiel? C'est noté. Merci. Donc vous nous organisez des débats. Oui, je suis en train de chuter. Oui. Vous êtes en train de me perdre. Allez-y pour chuter. Permettez qu'il chute. Quand vous faites partie des illuminés de la 25e, vous découvrez que c'est aujourd'hui que le Cameroun est mal gouverné. Je vous rappelle que le Cameroun est mal gouverné depuis 40 ans. Merci, Elie Bilobert. Et que la préoccupation que moi je considère comme étant essentielle et légitime, ce n'est pas de venir briller sur les plateaux de télévision par des critiques. Ça là, Elundu demanda à Elundu et les prédécesseurs de ceux-ci. On n'a fait que ça pendant 30 ans.
Notre objectif aujourd'hui, c'est on en sort comment. Et je constate que... Merci. Je veux revenir. Non, mais quand je parle, que des gens me perturbent. Pour que quelqu'un d'autre s'exprime aussi. Hein. Oui, on a la parole à quelqu'un d'autre. Vous avez parlé seul pendant 15 minutes, sauf que pendant vos 15 minutes, vous parliez seul. Moi, je parle pendant 30 minutes avec vous dedans. Enlevez votre temps, vous verrez que le temps que vous m'avez laissé n'est pas 15 minutes. Je termine donc pour dire que ne faisons pas le jeu de ces petits acteurs politiques qui viennent de découvrir l'opposition et qui pensent que le sensationnalisme nous amènera quelque part. Nous devons discuter sur des faits réels et objectifs. Un rapport d'étape ne nous était pas destiné. Les mauvais acteurs qui nuisent au régime sans être capables d'être en face du régime pour lui dire tu es mauvais, tu dois tomber, et qui jouent à nous servir, je leur dis, ce n'est pas pour l'opposition que vous nuisez au régime en publiant les documents qui ne sont pas destinés au public. Vous avez vos comptes que vous voulez régler. Qui veut régler des comptes avec le ministre Manaouda? On voit d'ailleurs quelque chose de nouveau et d'inédit. C'est maintenant l'opposition, c'est dans l'opposition qu'on trouve des gens qui font du lobbying pour les gens du régime qui veulent être ministres de la Santé. Pour dire enfin que mon cher monsieur, si vous dites Chutez donc, que le pays est mal gouverné parce qu'il n'y a pas un organe spécial chargé des crises, c'est de la bêtise. C'est enregistré. Parce que les crises sont multiformes. Merci, c'est noté. Une crise scolaire n'a pas la même nature qu'une crise c'est noté, Abel. Je vous reviens dans un petit moment. En Russie, même où il y a le ministère des situations d'urgence, finalement, on va attendre. Je vous reviens. Qui nous perdent du temps dans des émissions. Alain Tudor Roosevelt, est-ce qu'on attendra longtemps? Finalement, quel est le message que les Camerounais devraient retenir sur la gestion de la Covid-19 alors qu'on approche, on va vers la grande échéance qui attend le Cameroun sur le plan sportif, la CAN 2021. Est-ce qu'on va attendre encore pour 4, 5, 6 mois? Parce que quand la CAN sera là, on va passer à autre chose. Je voudrais vous répondre en disant une vérité de polichinelle. Le pays nommé Cameroun est en permanence sous audit. Ce n'est pas le premier audit qui existe. Chaque année, la Cour des comptes travaille. Chaque année, le contrôle supérieur travaille. La CONA, même si elle n'a pas un pouvoir répressif, il n'a pas de pouvoir pour punir, travaille. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre. Et tous les jours, on dit aujourd'hui que tel ministère est passé sous le contrôle de l'État. Le conseil est passé à la CNPS. C'est tous les jours que le Cameroun est sous audit. Ceux qui découvrent aujourd'hui le mot audit et veulent utiliser ça politiquement auront vraiment de la peine à se ressaisir. Je voudrais un peu préciser, donner des précisions suivantes, en me basant sur le rapport d'étape fourni par la Chambre des comptes. Je crois que ce rapport date de mars 2021. Et dans ce rapport, deuxième page, troisième paragraphe, c'est écrit « La Chambre des comptes a inscrit l'audit de ce fonds spécial de solidarité nationale à son programme de contrôle 2020. » Donc la Chambre de comptes, en 2020, avait déjà prévu cet audit et ce contrôle-là. Le même rapport poursuit. Au demeurant, l'ordonnance numéro 2020, base 001 du président de la République, du 3 juin 2020, le décret numéro 2020-3221 du Premier ministre du 22 juillet 2020 et la circulaire numéro 220 du MINFI du 22 juillet 2020 du ministère des Finances ont prévu la réalisation d'un audit indépendant des fonds spéciaux Covid-19. C'est la deuxième part du rapport d'étape. Maintenant, quand quelqu'un vient au mois de novembre, dit que oh, j'ai vu qu'on a volé l'argent, suivez-moi plutôt. Je me demande d'où vient-il, que veut-il faire? Et une chose pour préciser, le parlementaire n'est pas le justifié populaire. Le parlementaire s'exprime au Parlement. Il a des voix et des recours pour représenter son peuple au Parlement et non dans la rue ni dans les médias. Donc si un député trouve qu'il y a des anomalies, il peut saisir le Parlement qui agit maintenant, qui peut poser des questions aux gestionnaires concernés. Le député ne doit pas demander de compte rendu à un ministre. Ça ne se fait pas. C'est le Parlement qui contrôle ce gouvernement et non un député. Il n'a pas ce pouvoir-là. Et le règlement intérieur le précise bien. Si un député, il a le droit
de constater des anomalies, mais pas de demander à un ministre de dire que monsieur, vous avez volé l'argent, je veux que vous me donnez l'argent. Mais il y a des questions de confiance adressées aux membres du gouvernement lors des sessions. Non, c'est vous que je vais traiter. Nous sortons de la thématique. Alain, s'il vous plaît, honorable, s'il vous plaît. C'est devant les questions orales que le député a le pouvoir. Il a le devoir pas tout à la fois. Denis, donne la parole. Même ministre écrit pour demander un compte rendu. Il agit au nom de qui? Merci, c'est noté. S'il vous plaît, c'est noté. S'il vous plaît, honorable, c'est noté. Essayons d'avancer dans les thématiques. C'est vrai qu'on donne la parole aussi à Denis Emilien qui avait hâte de dire quelque chose, mais sauf qu'il entre trop dans les échanges des uns et des autres. Ça fait qu'on perd beaucoup en temps et on a du mal à expliquer les choses concrètes et précises aux téléspectateurs qui nous écoutent. En quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, moi je voudrais rappeler ici que tout le monde n'est pas obligé de faire dans l'inculture politique. Tout le monde n'est pas obligé de venir défendre peut-être un gombo qu'il a pris quelque part pour venir dire des choses ici. Le peuple camerounais, il y a ce qu'on appelle le devoir de demander des comptes. Tout citoyen camerounais a le droit et l'obligation de demander des comptes au gouvernement. Ça, il faut le savoir. C'est une obligation citoyenne, républicaine. On n'a pas besoin d'être député ou quoi que ce soit pour demander les comptes. Parce que le gouvernement doit aussi rendre compte. Ce qu'on appelle, c'est une obligation de la redevabilité. Et cette redevabilité, c'est le gouvernant et le gouverné. Ce sont des principes élémentaires de la démocratie. Merci. Donc on n'a pas besoin de mentir la population. Chaque citoyen a le devoir de demander des comptes et l'obligation a le devoir de rendre des comptes. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et lorsque le citoyen transmet son pouvoir, merci. Nous allons sortir de cette thématique. Nous allons sortir. C'est vrai qu'on va aborder la deuxième. S'il vous plaît. Je vais apporter. S'il vous plaît. Oui. En quelques secondes encore. Et sur le rapport. Oui, honorable. S'il vous plaît, on ne va pas poursuivre l'émission dans ces conditions. Ils sont chargés d'aller questionner maintenant. Ça a été dit. C'est bon, c'est enregistré. Denis, encore quelques secondes, s'il vous plaît. Et sur le rapport. Vous voulez pousser la avec inutile au ministre? Je dis sur le rapport, je retiens ceci, au-delà du dilatoire qui est fait sur la table. Le président de la République a prescrit l'ouverture d'une enquête qui est en cours au TCS. Pour le respect que j'ai de la fonction présidentielle, du respect que j'ai du président de la République, je pense qu'il ne peut pas prescrire une enquête sur la base de rien. Donc l'honorable Tudjo, qui dit que le rapport d'étape et tout, c'est une manière d'insulter son président national du parti. En voulant prétester que le président a agi, a prescrit une enquête sur la base de rien. Je trouve que votre attitude vis-à-vis de votre président national est désobligeante. Et le chef de l'État connaissant déjà conclure. Merci, on ne va pas en sortir. Ce n'était pas pour rien. Je vais parler, oui. Je reviens, s'il vous plaît. Essayons d'avancer dans le débat. Oui, je vais m'arrêter quelques secondes. Je veux faire une sorte de motion d'ordre. Moi, je ne viens pas sur le plateau pour me faire insulter. Et je pense que la convivialité minimale également fait partie des usages de la vie en société. Que l'on traite des gens d'aller chercher du gombo et qu'on dise aux gens qui sont menteurs n'est pas du tout, à mon humble avis, de bonne éducation et de bonne facture. Donc moi je ne viens pas ici, monsieur Mbonje, pour m'entendre dire que je vais chercher derrière. C'est la raison pour laquelle cela me paraît, la parole sur la deuxième thématique. Cela me paraît minimal pour qu'on ait une vie en société agréable. Parce que dans tous les cas, je n'ai pas de leçon. Je ne marge nulle part. Je pense que lorsqu'on vient sur un plateau et qu'il y a des gens, il y a une manière de s'exprimer. Non, je vous le dis parce que moi, je vous le noter. Je ne pense pas que les autres soient. Mais je suis en train de vous dire que nous ne pouvons pas continuer dans un environnement où les gens disent n'importe quoi sur des plateaux parce qu'ils estiment qu'ils sont libres. Et je pense que le libertinage là... Je vous donne la parole. Merci. Nous allons avancer. Nous allons poser le débat, chers panélistes. Oui, Denis, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Essayons de changer. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur CAM10 TV. Nous évoluons dans le cadre des échanges ce jour. C'est vrai que les panélistes, s'il vous plaît, nous avançons, s'il vous plaît.
C'est pas facile, hein. C'est pas facile d'avancer avec tous dans ces conditions-là. On a besoin d'expliquer des choses simplifiées aux Camerounais qui nous ont fait confiance ce dimanche. C'est pour ça qu'ils prennent rendez-vous tous les jours sur les antennes de Cam10 TV à travers les débats. Et même le dimanche, lorsqu'il est 11h sur cette antenne, pour que nous échangeons tout naturellement sur les questions qui les intéressent afin de voir comment éclaircir les zones d'ombre qui persistent dans la connaissance des sujets au Cameroun. On reste dans les questions de société, mais cette fois-ci avec un pied dans les mœurs cette semaine. On a parlé beaucoup de cette dépravation des mœurs. Également, le gouvernement de la République a fait une sortie à travers Madame le ministre de la protection de la femme et de la famille. On a également parlé de cette sortie, de cette conférence de presse donnée à Douala par Martin Kamemim concerné par cette affaire de mœurs. Également à côté l'affaire Paul Choussa, mais elle ne fait pas beaucoup les chougas de la presse. Comment comprendre les deux affaires alors qu'à côté on a une affaire qui est directement prise et concernée par l'autre, hein, mais on n'en parle pas beaucoup. Et je vous donne la parole, je l'ai promis il y a un instant, Joseph-Marie Lundu. Cette affaire de mœurs, est-ce qu'elle est venue régler un problème? Y avait-il des lobbies derrière Martin Camus? On a vu ce grand commentateur sportif, patron d'une radio dans la ville de Douala, sombrer en larmes devant le public. Est-ce que cela justifie les actes qui ont été posés? Une fois de plus, M. Mbonje, vous savez, voilà l'un de nos problèmes. C'est la société camerounaise nous qui est sommes touchée. maintenant dans une histoire de culotte, une histoire de fesses. Vous voyez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. D'autant plus que ça vient occulter des débats aussi sérieux que celui des questions liées à la gouvernance globale avec la Covid, avec ces fonds de Covid-19 par exemple. D'autant plus que pendant cette semaine, nous avons vécu un certain nombre d'événements sur le plan international, n'est-ce pas, des grandes rencontres comme la Russie et l'Union européenne, etc. Des choses qui passent sous le boisseau, qui concernent notre pays. Des batailles comme les questions de dette, n'est-ce pas, où on entend tout et rien. Donc je pense que moi, a priori, j'ai interrogé comme ça parce qu'on a envahi la toile avec cette histoire. Et je suis désolé, j'ai observé une ou deux choses. D'abord, la précipitation que les Camerounais ont à se jeter. C'est de véritables carnivores, c'est des carnassiers. N'est-ce pas? Tous ces menus frétins les intéressent énormément. Vous voyez jusqu'au gouvernement. Je ne comprends rien dans cette sortie gouvernementale, personnellement. Il y a une affaire, semble-t-il, qui est en justice. Si elle est en justice, c'est un pouvoir, la justice. Le gouvernement attend que la justice, effectivement, fasse sa sortie. Sauf si on a voulu amplifier l'affaire Mime pour d'autres raisons. Peut-être pour la distraction. Peut-être pour amplifier et que l'on ne parle pas des choses pour les uns et les autres. Hein. Parce que cette affaire de Covid, on ne parlait que du gouvernement. Il y a aussi un parti politique, n'est-ce pas, qui est impliqué dans l'affaire de Covid. On n'en parle pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est l'initiative sur le Cameroun alors. Tout cela est structuré, mon cher ami. Nous sommes dans un environnement où l'occultisme a pris le dessus sur tout. Par contre, moi l'affaire sur terre me pose un problème de fond. C'est ma foi, cette jeunesse. Moi je sors de la toile. Je vous dis, allons dans la rue. Ceux qui interviennent, je demande par exemple, madame la ministre du gouvernement, de sortir de temps en temps le soir, de se déguiser et de voir ce qui se passe dans nos villes. Elles ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, sur les trottoirs. 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui abordent, qui agressent même des personnalités. Vous passez dans la rue, elles vous agressent. Vous ne pouvez même plus vous asseoir dans un café pour boire un verre ou travailler. Oh, vous êtes agressé par cette... Je pense que s'il y a un problème de fond à poser, c'est sur de la moralité d'une manière générale dans notre pays. Et je crois que moi, c'est ce qui retient l'affaire Mime. Bien entendu, on l'a vu s'excuser. Je pense que si un homme s'excuse, il faudrait peut-être que la société en tienne compte. C'est-à-dire qu'il a fait amende honorable. Bon, d'autres, j'ai des amis avocats à qui j'ai posé la question, ils m'ont dit, quand on observe, on ne voit pas où est la faute des Mimes. Hein? Justement, c'est la question. On l'a pas vu en action. Amplifié. On l'a pas vu en action. Il paraît que ce n'est pas lui qui a envoyé la vidéo. Que lui reproche-t-on?
Bon, oui, il y a tout un... Et ça, c'est à cause de cette embrouille où tout le monde est partout, tout le monde veut tout faire, et puis finalement, enfin, on n'a aucune information qui nous permette d'avoir un avis serein et lucide. Moi, je pense qu'il y en a qui s'arrangent à créer cet environnement sulfureux pour qu'effectivement, nous n'ayons pas l'opportunité de discuter entre nous et de discuter des questions sérieuses et de fond dans notre pays. Merci Abel Elibelobé. Cette affaire met au devant de la scène la dépravation des mœurs au Cameroun. C'est deux affaires qui concernent deux journalistes, mais sauf qu'il y a une affaire qui est plus en amont, qui est plus fraîche. L'autre, elle ne reçoit pas beaucoup de coups de poing. Est-ce qu'il y a des lobbies qui sont tapis et derrière? Est-ce que c'était tout un montage pour essayer de décrisper peut-être la toile, ou on cherchait quelque chose à se mettre sous le boisseau? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette affaire? Est-ce que l'issue que nous savons tous, dans un premier temps, Martin Camus, qui avait des airs un peu suffisants et qui estimait qu'il était dans une certaine logique, ne se reconnaissant pas coupable, mais par la suite, il fond en larmes. Comment peut-on interpréter les faits là cette semaine? Je vais vous répondre en commençant par vous lire ce morceau choisi que je vous ai gardé, parce que je savais que on va avoir affaire à, une fois de plus, la démesure dans le champ des libertés. Comme je l'ai dit, à l'ancien temps, les sociétés anciennes ont déjà été confrontées à tous ces problèmes-là que nous rencontrons. Quelqu'un disait que le monde, on ne le refait pas. C'est nous qui changeons notre façon de vivre dans le monde pour essayer de vivre mieux. L'apôtre Paul disait aux chrétiens, parlant à Tite, il y a beaucoup d'indisciplinés. Tite chapitre 1, verset 10. Des vains discoureurs comme ceci, des gens qui abusent de l'intelligence, pas qui abusent l'intelligence, mais des gens qui abusent l'intelligence. Il faut leur fermer la bouche, car ces gens-là continuent à bouleverser des maisonnées entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'ils ne doivent pas enseigner. Même dans la société ancienne, on avait déjà évoqué la présence des gens qui ont des gains malhonnêtes. C'est-à-dire qu'il y a même au Cameroun, la suspicion existe depuis très longtemps dans le champ des partis politiques, qu'il existe des partis politiques qui sont créés pour être par le régime, pour être dans l'opposition. C'est-à-dire que pour animer la galerie, par un bavardage, ce sont ces partis qui n'arrivent pas à entrer dans une dynamique efficace de renversement de pouvoir. Revenons donc à l'affaire Camille et Mime. Justement. Pour dire, une fois de plus, que le premier président de la Cour suprême, parlant des libertés justement, évoque Jean-Paul Sartre en disant: être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir faire ce que l'on peut. C'est quand même un problème de voir que ce sont les gens qui sont au devant de la scène, des acteurs publics, qui nous montrent finalement qui sont des gens, passez-moi l'expression, des véritables ordures. C'est les donneurs de leçons, c'est les professionnels de la critique acerbe, la virulence, parce que c'est un fonds de commerce. Plus on est virulent, plus on croit qu'on est éligible. On va gagner les voix parce qu'on dit tout. Paul Chouta est connu dans les réseaux sociaux pour son anti-gouvernementalisme primaire. À la fin, voilà la qualité de l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu qui a un débat sexuel, que ce soit avec son épouse ou que ce soit avec une tierce femme, et qui lui-même filme son débat sexuel? Ça commence par là d'abord. C'est quel genre d'éducation ça? Et voilà les gens qui critiquent la société. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous recevons sur les plateaux de télévision dorénavant depuis un certain nombre d'années des gens que personne ne connaît. Personne ne sait d'où ils sortent.
On ne connaît pas leur cursus scolaire, on ne connaît pas leur vie familiale, on ne sait pas comment ils gagnent leur pain quotidienne. Ils sont sur les plateaux, ils sont les chefs des partis politiques, ils bavardent, ils critiquent, ils disent que les autres prennent l'argent, alors qu'eux-mêmes peuvent être promus par l'argent des gens qu'on a pris, etc., etc. Mais est-ce que tout ça explique ce qui s'est déroulé? Je suis expliqué quoi? Nous sommes dans le mal, nous sommes dans la mauvaise éducation, nous sommes dans la perversion de mère. Vous n'avez pas à faire une émission pour chercher les explications. Quelqu'un a un débat sexuel, il filme ça. C'est d'abord quelle posture sur le plan de l'éducation. Mais sauf qu'ils sont maintenant, quand il a fini de filmer ça, il publie ça. C'est là où... Mais il n'a pas reconnu avoir publié la vidéo. Non. La vidéo est dans ton téléphone. Tu sais qu'elle est susceptible d'être publiée. Si elle le devient demain, tu ne vas pas aller accuser quelqu'un. Parce que tu dis que c'est la police. Tout ça, c'est des choses qui ne nous concernent pas. Si j'étais le patron de la police, j'aurais poursuivi Paul Souta pour diffamation à l'endroit de la police. Qu'il vienne prouver que c'est la police qui est venue prendre des images obscènes dont il est l'acteur dans son téléviseur, dans son téléphone pour les publier. Pour vous lire cette pensée du premier président de la Cour. Oui, ça vous énerve qu'il y ait d'autres références au Cameroun. Allez-y, Abel Elimbi, allez-y. Vous ne pouvez pas être un référent, vous êtes un commerçant de la critique. Mais le premier président, lui, il fait la philosophie. Et je vous rappelle que le premier président de la Cour suprême, en tant que juge suprême, la Cour suprême est garante de l'application des lois. C'est sa fonction constitutionnelle. Donc quand il nous parle, des gens comme vous devez écouter. Il dit, il faut sanctionner à la hauteur de leur désinvolture ceux qui volontiers confondent pour parler comme un auteur la liberté de penser et la liberté de publier sa pensée. Vous pouvez penser qu'il vous faut des scènes obscènes. C'est comme vous pouvez penser qu'il faut tuer Limbi. Mais quand vous venez sur le champ public, vous trouvez que le champ public est codifié. Merci. À partir de ce moment, je suis de ceux qui demandent, comme le premier président le demande d'ailleurs dans cet essai-ci, que les juges soient implacables dans l'application des lois. Vous comprenez? Que les juges soient implacables. Parce que si on continue à la lutte où on fait ce qu'on fait là, mais même vous-même, bon Dieu, demain, on va vous trouver dans votre... Quelqu'un est du haut d'un immeuble là-bas, il vous filme dans votre cour, vous êtes sorti peut-être en petite tenue, il prend ça, il met ça sur les réseaux sociaux. Hein? Vous avez vu comment des enfants en Banga, sous le prétexte d'être maltraités dans une plantation, se sont mis à insulter le chef de l'État en des termes qui sont inqualifiables. Inacceptable. D'accord? Je vous reviens. La démesure dans nos comportements, dans l'expression des libertés. Et nous devons nous interroger par rapport à cette histoire de mœurs que nous voyons. Merci. La justice ne se rend pas sur les plateaux de télévision. Je vous reviens, Faut que Abel. les gens sachent. C'est noté. Tout ce que vous avez dit, on a enregistré. Alain Tidio Roosevelt, c'est vrai que l'affaire en elle-même, elle s'est déportée au devant de la scène. On a eu des avocats, pratiquement 7 avocats se sont constitués pour défendre la jeune Malika face à Martin et Kamumim. Est-ce qu'au départ, Joseph Eloundou l'a rappelé dans ce studio, il n'y a pas un lien direct qui incrimine Martin au-delà que l'action se déroule dans son bureau? Mais comment est-il pris à partie? Comment reconnaît-il dans le fond ce qui peut être discutable même devant la justice? Bon, je commençais par dire d'abord que mon parti, celui dans lequel je milite, condamne fermement toutes les affaires de mœurs. Et nous sommes ancrés dans l'État du Cameroun, y compris sur l'aspect culturel. Et au Cameroun, on ne tolère pas encore tout ce qu'il y a comme affaires de mœurs. Commençons par condamner fermement et revoir si on peut accepter les excuses présentées par l'auteur. Ça, c'est encore à voir. Donc, revenant sur votre question, il est un peu très complexe au regard des connaissances minimes que j'ai sur l'affaire, vu que je ne suis pas trop intéressé par ce genre de choses, de pouvoir trouver une accusation directe sur celui qui est présenté comme
le bureau du maire, ça c'est personnel, je désengage mon parti, ce que dit ici, vu que ça n'entre pas nos lignes de conduite. Donc, il est très compliqué de le mettre en direct dans l'affaire. C'est plutôt les prises de position qu'il a eues qui le condamnent. C'est-à-dire commencer par nier d'abord qu'il ne connaît pas les auteurs, et par après on voit que c'est son ami, presque un frère à lui. Aller sur un autre plateau de télévision, tenir des propos qui ne l'engagent pas dans l'affaire, et après on constate que tout ce qu'il dit était faux. Voilà, il peut être impliqué, parce que tant dans la vidéo il n'y est pas, tant dans la publication il ne se reconnaît pas, mais le seul fait qui est incriminant, ce sont ses propos, et le fait que c'est dans son bureau, là c'est connu de tout le monde. Donc au fond, vous verrez qu'on a plus ventilé l'affaire sur lui plus qu'il n'en faut. Mais là, il faut reconnaître, parce que, par exemple, il a dit tout à l'heure que c'est la personne qu'on veut persécuter. Vous voyez par exemple sur les deux cas, tout à l'heure, il y a l'affaire Paul Chouta qui n'est pas trop publicité, l'affaire Limbi qui est assez publicité, c'est la personnalité qu'on veut voir. Il y avait un modèle, une référence qui s'appelait Martin Kamimim. Tout le monde le voyait, handicapé, qui a réussi sa vie. C'était un modèle pour beaucoup. Maintenant, ce modèle-là, il avait un capital confiance, un capital sympathie qui était assez élevé jusqu'au jour où on constate que, ben voilà ce qu'il faisait. N'oubliez pas que par rapport à l'affaire, il y a des témoignages parallèles qui sont associés, des personnes, des dames qui jouissent encore d'une certaine popularité, d'une certaine crédibilité, qui sont associées pour l'enfoncer davantage. C'est donc pour ça que vous voyez que les gens s'y intéressent plus que pour l'autre qui, bon, on peut le dire, un web-blogueur, quelqu'un qui ment partout, qui écrit tout sur tout le monde. Mais M. Mim n'était pas de cette catégorie-là. Il a su imposer un respect malgré son handicap. Et les gens le voient au firmament de la gloire, quelqu'un qui est pris pour un modèle. Là, qu'on le voit dedans, c'est normal. Donc on a estimé que c'était une cabale, ça va monter, avec en toile de fond qu'il ne participe pas à la prochaine compétition donc continentale africaine organisée au Cameroun. Et il y avait aussi des enjeux autour de la télévision nationale, parce qu'il formait les commentateurs de ce grand rendez-vous, sans oublier d'autres échéances. Est-ce qu'il n'y avait pas l'intention de dénigrer, de dénaturer le travail et de réduire en néant l'image de la personne, parce qu'on le rappelle encore, à terme, il n'y a pas une faute directe commise par lui, même si au départ, il a tenu des propos, où il a fait des déclarations qui le rattrapent par la suite. Mais est-ce que les lobbies qui étaient derrière n'étaient pas assez forts? Parce qu'on a comme l'impression que ça pouvait se jouer même sur le champ de l'ethnicité, parce qu'on sait bel et bien que les deux concernés, c'est de deux aires géographiques du Cameroun assez distantes, mais pourquoi avoir focalisé sur celui qui était d'ailleurs le mieux en vue et qui était le moins incriminé dans l'affaire? Bon, ce n'est pas l'affaire qui intéresse le Camerounais ici, c'est la personne. Je le précise encore, c'est la personne. Si c'est un ministre, ça doit avoir le même impact. Mais si c'est peut-être quelqu'un qui est un couturier comme moi, ça passerait presque inaperçu. Je prends tout le cas, je compare les deux cas, le cas Chouta et le cas Kamimim. On s'intéresse sur Mim parce qu'on sait ce qu'il représentait. Chouta, on connaît sa moralité. Qui va s'intéresser de voir tourner des films de ce genre? On connaît sa moralité. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur les fondamentaux. Quand vous êtes une personnalité publique, une image est à préserver. Et vous n'êtes plus vous-même. Quand vous voyez qu'il y a des cas dans votre bureau, prenez la peine de structurer la communication. Confiez vous-même aux experts. Que de courir sur un média qui est connu pour tenir des propos, des propos dénaturés, créés de toutes pièces, pour revenir quelques jours après demander des excuses en pleurs. C'est ça qui ne crée pas, ça change la crédibilité. Aujourd'hui, les gens partout. Par contre, si au départ, bon, s'associait les services d'un certain Limbi Lobé, par exemple, vous voyez que ça devait être différent. Ouais, c'est le conseil. Il serait déjà en prison. Oui, allez-y. Parce que Je m'en fous des commentaires. Je pars du principe que il est fautif. et c'est ça, excuse-moi, hein, c'est ça ce que j'allais dire après. Les hommes publics ont un devoir d'exemplarité. Bien sûr. Merci. Honorable, merci d'avoir chuté. Hein. Oui, justement, vous aurez souhaité ajouter quelque chose. C'est que, vous voyez, nous sommes dans une société des anti-modèles. C'est ça. Quand vous allez observer, c'est que dans les jours qui viennent, la jeune dame Malika va devenir une star. Elle est déjà. Elle ira déjà donner des conférences dans les universités. Un peu comme l'autre. Hein. Bon, et puis je ne vais citer personne. Il y a donc toute une stratégie de communication malsaine pour renverser les valeurs dans nos sociétés. Et c'est quelque chose de terrible qu'il faut combattre absolument. C'est-à-dire que moi j'ai discuté avec des gens, je me dis, mais au fait c'est quoi l'école? Ça sert à quoi d'aller à l'école? Vous voyez bien tel, vous voyez comment tel. Voilà comment on a complètement
renverser les valeurs dans notre société. Et maintenant, si vous observez bien, vous faites la communication. Ça, c'est le logo de votre émission. Je pense qu'on pourrait également mettre ici le logo de votre entreprise. Imaginez que dans un scandale, qu'on vienne faire une photo d'une jeune fille plus ou moins décemment vêtue et l'associer au logo de votre entreprise et que cela soit balancé dans les réseaux sociaux. Vous croyez que lorsqu'on est un peu réfléchi, il n'y a pas une intention de manifeste de nuire à l'image de l'entreprise. Et d'ailleurs, moi j'ai vu RSI, c'est mort. C'est terminé. Vous avez vu qu'avant même que quoi que ce soit n'arrive, tous les sponsors se sont retirés. Les avocats, souvent il y a tellement de problèmes au Cameroun, on ne les voit pas. Et on est surpris de voir quand même. C'est une mobilisation, 6 avocats, pratiquement 7. Mobilisation autour d'une affaire que les autres avocats que j'ai rencontrés regardent avec beaucoup d'étonnement. Et ne comprennent pas très bien pourquoi on se mobilise tant, alors que, en réalité, si on est un peu lucide, parce que vous savez, nous sommes dans une société de la répression de l'intelligence. Il est interdit de penser dans notre pays. Si vous pensez dans cette affaire, vous devenez un homme indécent. Si vous dites les choses telles qu'elles sont, telles que vous les avez vues, telles que vous les avez perçues, on dit non, attention, c'est une affaire de mœurs, ne te mêle pas de ça, parce que ça là, je pense que nous devons avoir le courage, n'est-ce pas, de sortir de nos trous, car l'indifférence fait prospérer la cruauté et la méchanceté. C'est noté, c'est enregistré. Denis Millier à Tangana. C'est vrai que ce sont des scandales qui concernent les hommes de médias. Il y a quelque temps, on a eu l'affaire Bonita. Désormais, c'est l'affaire Malika. On a eu l'affaire bien avant Nathalie Koa, entre autres. La suite sera quoi? Pourquoi continuer à vouloir dénaturer, défaire les hommes qui se sont fait une carrière avec du temps, qui ont beaucoup travaillé et arriver à des conclusions pareilles? Le jeu et l'enjeu dans ces histoires voudrait davantage dénaturer l'individu et l'homme, voire faire tomber son entreprise. On a vu tout ce que Martin Camus, en quelques années, a bâti, voilà, et désormais, ça n'existe plus. Donc on se dit que même la radio doit disparaître, l'individu aussi doit disparaître, que rien ne doit plus exister. Alors qu'ailleurs, on a vu les mêmes scandales qui ont porté des éléments, mais pas aussi forts comme ceci, au point où le monsieur sombre, et à côté, il y en a qui a une autre affaire, toujours comme lui, mais qui se balade dans les rues de Yaoundé et autres sans être inquiété de cette manière-là. Oui, mais peut-être avant de répondre, j'espère que j'aurai 15 minutes. Non, pas forcément. On est en voie de conclure avec vous. Que je pourrais, parce qu'il y a eu, presque chacun a fait 2 prises de parole pendant que j'écoutais soigneusement. Sauf que vous intervenez dans les autres prises de parole. Non, pas cette fois-ci. Bon, mais je constate quand même quelque chose, c'est que la Cour suprême est valablement représentée sur notre plateau. Et il y a, je crois, un porte-parole autoproclamé du premier vice-président de la Cour suprême. Donc, je peux déjà lui adresser les félicitations pour cette distinction qu'il vient d'avoir. Mais il y a une autre chose que je n'arrive pas aussi à comprendre, c'est comment on peut lire la Bible, avoir la Bible devant soi et insulter les autres. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment on peut relier les deux. Je ne comprends vraiment pas comment M. Belmilo s'en sort à avoir la Bible et... Oui, c'est un autre débat. On revient. Allons-y sur la question. Vis-à-vis Allons-y sur la question. Des uns et des autres. Maintenant, sur la question, je crois qu'il y a 3 choses à retenir autour de cette affaire. Effectivement, le Cameroun est un pays qui aime les faits divers. Les Camerounais aiment les faits divers. La dépravation des mœurs est une réalité au Cameroun. C'est un sujet très préoccupant qui touche la sensibilité de plus d'une personne. Je pense qu'il faut déjà condamner tout ce qui, pendant les débats sexuels, se permettent de filmer et lorsque c'est dehors, commence à pleurer. Ça, c'est la première chose, il faut condamner que les gens filment des choses qui relèvent de l'intimité pour conserver dans leur téléphone. 2, Martin Camille ici paye le prix de sa proximité avec le régime, avec des gens comme Samuel Eto'o. Donc il y a toute une bande de personnes derrière qui détestent le RDPC et qui ont confondu Martin Camille avec le RDPC, avec Samuel Eto'o. Ils ont donc décidé d'en découdre avec lui. Mais je crois qu'avec les excuses publiques qu'il vient de faire, il faut relever que c'était à côté de son épouse.
Parce que tel que ce monsieur, je voyais le suicide. On peut faire des erreurs dans la société, et c'est aussi ça une société, savoir pardonner. Je crois que les condamnations qu'il y a eu autour de cette affaire sont suffisantes pour que Martin Camille comprenne que ce qu'il a fait était suffisamment grave. Dans son bureau, M. Lundu a dit associer l'image d'une fille habillée de façon indécente avec le logo de l'entreprise n'était pas une chose normale. Donc on n'a plus besoin de savoir ici, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, qui a raison. Il a déjà fait un mea culpa. Il a demandé pardon. Et vous pensez que l'affaire va s'arrêter là avec la citation directe déposée par les avocats? On peut faire la citation directe, et décider d'arrêter la procédure. Il y a aussi des conciliations qui se font au tribunal. Ce n'est pas sur tout qu'on doit frapper le marteau. Donc je pense que sa famille aujourd'hui, avec les excuses qu'il a demandées, et je précise à côté de son épouse, une chose est sûre, la radio va en pâtir, sa carrière va en pâtir. C'est déjà des punitions énormes pour lui. Parce qu'un projet de radio, c'est de l'argent qu'il a mis, c'est de l'énergie qu'il a mis, c'est du temps qu'il a mis. Mais le fait déjà que ça en pâtisse, à ce stade, c'est déjà une punition qui dépasse même largement la prison. La pression morale qu'il a aujourd'hui, ça dépasse largement la prison. Parce qu'aujourd'hui, il va en marchant, l'image a complètement changé. Ce n'est plus Ming qu'on voyait comme étant un grand reporter sportif qui aussi nous raconte le média. Est-ce qu'il n'est pas aussi victime de sa prise de position sur les réseaux sociaux? On sait qu'il écrivait beaucoup. On se souvient également de la prise de bec dans les réseaux sociaux qu'il a eu avec un journaliste européen qui revenait sur les prestations des clubs, entre autres. Est-ce que ce n'est pas le fruit de tout cela qui a été savamment monté et rabattu de cette manière? Bon, je ne pense pas qu'il y a eu un montage autour de l'affaire. Il n'y a pas eu de montage, il y a eu une vidéo. Et que dites-vous du cas Tchouta? La vidéo était dans son bureau. Il a voulu mentir et il s'est fait rattraper par le mensonge. Donc le fait seulement qu'il y ait eu l'action dans son bureau, c'est déjà un problème. C'est condamnable. Alors là, moi, je regarde l'homme qui se rabaisse, qui demande pardon à côté de son épouse. Le fait d'abord que son épouse vienne s'asseoir là, devant une conférence de presse, c'est une autre punition, je vous assure, qui dépasse la prison. Et je vous dis que ceux qui ont amplifié l'affaire ont confondu Ming à Eto. Ils ont confondu Ming au RDPC. Donc, c'est comme certains ont décidé d'aller casser, par exemple, les ambassades du Cameroun, en oubliant que Paul Biya n'est pas les ambassades. Même si Paul Biya n'existe plus aujourd'hui, les ambassades c'est vrai qu'on vous a entendu beaucoup plus sur l'affaire Martin Camille. À côté, vous avez Paul Chouta qui est sorti récemment de prison, au-delà des positions qui sont siennes, d'ailleurs qui ont été indiquées par Abel Eli Bilobé dans ce studio. La vidéo qui rattrape Paul Chouta par la suite, mais il n'est pas resté bouche bée, il a continué quand même des sorties sur les réseaux sociaux. Pourquoi il n'y a pas de pression à son endroit? Sur l'affaire Tchouta, tout comme la condamnation ici, c'est que les gens filment des choses qui relèvent de l'intimité. C'est ce que nous condamnons. Et c'est aussi un conseil pour dire à nos jeunes frères, nos jeunes petits frères qui regardent, que vous pouvez tout faire dans vos chambres, vous n'avez pas besoin de filmer. Parce qu'en filmant, il suffit d'un petit bouton, ça se retrouve là où ce n'était pas destiné. Et quand ça va être publié, vous allez vous mettre à pleurer. Pour le cas Paul Chouta, vous savez qu'il est proche d'un certain parti politique. Et vous savez que ceux qui ont amplifié l'affaire Ming sont aussi proches de ce même parti politique. Non. Donc, c'est pour ça que je vous assure que je vous dis que ceux qui ont amplifié, je suis d'accord qu'il y a faute, il y a erreur. Deux, mais ceux qui ont amplifié, c'est des gens qui ne sont pas proches du RDPC et qui n'aiment pas Eto, qui n'aiment pas le soutien d'Eto. Et Martin Camille a fait une tournée pratiquement gouvernementale pour présenter son ouvrage aux membres du gouvernement. Et il y a des gens au Cameroun, lorsqu'ils vous voient avec un membre du gouvernement, ils transposent la haine qu'ils ont contre Paul Biya sur vous. Donc ils confondent absolument tout. Vous avez vu des gens qui ont des choses à critiquer à M. Paul Biya et qui vont casser des ambassades en pensant qu'ils font du mal à Paul Biya. Or, c'est très faux. Même si Paul Biya n'existait plus aujourd'hui, les ambassades du Cameroun vont continuer à être le patrimoine des Camerounais. Donc, c'est un peu ça dont a été victime Martin Camille. Mais moi, je précise qu'il faut qu'il y ait un travail de restructuration de la morale dans notre pays
Mais malheureusement, le RDPC et ses alliés qui sont certains sur le plateau ne sont plus à mesure de pouvoir régler ces problèmes. Merci bien pour cette contribution. On va sortir de cette thématique. Quand vous allez prendre la parole, on va passer plus de temps et on ne va pas aborder la dernière. Je souhaite que, par respect aussi, par honneur, si ça peut prendre moins d'1 minute, avec Elie Biloba, allez-y. La Bible nous dit, n'en déplaise aux incultes, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. J'espère que Camille l'apprend. Et l'apôtre Paul parlant aux chrétiens continue. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. C'est-à-dire que même dans l'intimité de votre chambre, ne vous permettez pas tout. Contrairement à ce que les nouveaux illuminés viennent de dire. Merci, c'est la Bible devant lui. Il ne faut pas croire que comme vous êtes dans 4 Merci, c'est un dimanche, ça nous aide aussi. Hein. Livrez-vous à des pratiques contre nature. C'est quand même curieux. Parce que vous êtes dans 4 nuits, vous vous livrez par exemple à l'homosexualité. Parce que personne ne vous voit, c'est votre intimité. C'est faux. Ça peut être intime et être mauvais. Vous comprenez? C'est noté, c'est enregistré. Hein. C'est vrai, c'est un dimanche. Également, ces préoccupations sur les Saintes Écritures nous permettent d'ouvrir à l'esprit et pour les téléspectateurs aussi, à chacun de tirer ses conclusions. Avec 12 millions de personnes. Ils ont enregistré, ceux qui ils ont entendu. Une petite rhétorique pour référence par la eux-mêmes. Nous restons sur Cam10 TV, mais sortons de notre pays, on va à l'international, du côté de la Côte d'Ivoire. Cette semaine, cela a encore bougé sur le plan politique. Guillaume Kikbafori Soro, ancien chef de gouvernement ivoirien, ancien président de l'Assemblée nationale, en exil du côté de la France, a été condamné à perpétuité cette semaine qui s'achève du côté d'Abidjan par le tribunal criminel qui reconnaît en lui certains manquements graves, notamment l'atteinte à la sûreté de l'État ivoirien. Toujours cette semaine qui s'achève, dans les réseaux sociaux, un document relatif à la volonté de Laurent Gbagbo de se séparer de son épouse Simone Eyivé a également circulé. L'actualité ivoirienne, je commence par vous, l'honorable Alain Tidjo Roosevelt, Kikbafori Soro, Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, condamné à perpétuité dans son pays. Est-ce que cela marque les actes qui pourraient, comme tous le disent si bien, retour à la réconciliation? Comment réconcilier quand on condamne et qu'on chasse? Est-ce qu'on a accepté ramener Gbagbo, et qui pour certains semble être le moins dangereux, et ceux qui pourraient renverser la tendance et qui sont encore jeunes, parmi lesquels Guillaume Soro et voire Blé Goudé qui sont encore à l'extérieur? Est-ce que ce n'est pas la volonté qu'on a voulu mettre devant de la scène pour qu'on ait comme l'impression que la réconciliation est un problème en Côte d'Ivoire? Bon, je ne pense pas. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays ami et frère au Cameroun. On parle de pays jumeaux, compte tenu des indices économiques, la fraternité et tout et tout. Je me rappelle encore à l'époque, lors de la conférence Africa 24, le président Gbagbo il a séjourné au Cameroun, a beaucoup apprécié les travaux. Africa 21, s'il vous plaît. Il a beaucoup apprécié, il a dit même qu'il est camerounais. On l'a encore vu quand il est rentré quand il est rentré son voyage, il a dit, on le confondait à un Camerounais à la haine. C'est pour dire que c'est un peuple frère et ami. Maintenant, sur l'affaire qui est là en cours, c'est très complexe avec les considérations que le Camerounais de la Côte d'Ivoire de prendre position. Parce que ce sont tous des frères. Vous prenez Laurent Gbagbo, vous prenez Ouattara, ce sont tous des frères et par conséquent des pseudo-camerounais. Ceci dit, il y a un qui est condamné pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, un autre qui est pardonné pour des faits qui ont été commis en 2011. Là, ce sont des procédés, ce sont des dossiers judiciaires qui n'entachent pas la politique. Donc, formellement, on ne devrait pas condamner ou dire quoi parce que la justice a fait un travail, entre guillemets, indépendant. Ça, c'est sur le principe. Maintenant, sur le fait que on est condamné Guillaume Soro, je suis plutôt gêné parce que quand j'ai fait le parallèle au Cameroun où quelqu'un a eu les mêmes ambitions et est même allé directement à l'acte au point où, je le dis encore, on est passé jusqu'à la carte des ambassades et qu'au Cameroun, il a été condamné, pas encore condamné, il était encore en cours, il a fait 9 mois en prison, il a été gracié, libéré par le chef de l'État. Je me dis encore que mon pays, c'est un pays de paix dans lequel on ne veut pas s'agiter pour des faits politiques. Okay. Ailleurs, ça cogne, ça coxe
prison à perpétuité, je crois que c'est la peine maximale qu'un individu peut avoir pour avoir l'intention. Et ça compromet déjà ses chances de retour en Côte d'Ivoire. On sait ça également ne compromet pas parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été dressé contre lui. Gbagbo également en a un, mais il est encore en Côte d'Ivoire pour le braquage de la BCEAO. Je vous reviens le temps de réaliser ou de s'arrêter sur la déclaration de Guillaume Kiliba-Fauri-Soro après sa condamnation en Côte d'Ivoire. Joseph-Marie Elundou, il dit, entre autres lignes, il dit que le tribunal se prononce également sur la dissolution de Génération et Peuple solidaire, mouvement politique et citoyen dont il est le président. Il dit « Je rejette totalement ces verdicts iniques prononcés en dehors de toutes les règles de droit et dictés uniquement par des considérations d'ordre politique. Il n'est caché à personne que le but ultime de ce procès est de porter un coup d'arrêt au projet politique dont je suis porteur et de m'écarter définitivement du jeu politique en Côte d'Ivoire. » Qu'est-ce qu'on retient fondamentalement? Il ne reconnaît pas la condamnation. Lorsque vous regardez la vie politique en Côte d'Ivoire, pour l'instant, on n'a pas entendu, par exemple, le ministre ivoirien de la Réconciliation se prononcer sur le retour de Laurent Gbagbo ou la condamnation de Guillaume Kiliba-Fauri-Soro. On a beaucoup plus écouté quelques acteurs du FPI qui ont adoubé Gbagbo pour l'instant. Est-ce que les actes qui sont posés, ou alors ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, visent également l'objectif qu'ils ont tous, de manière unanime, choisi de suivre, la réconciliation dans ce pays? Je suis un historien du présent et j'essaie d'avoir une bonne mémoire. Guillaume Soro, il ne faut pas le présenter comme génération spontanée. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas là au détour de générations. Génération, son parti politique qui est tout simplement nouveau-né. Et donc Soro existe avant Génération. Génération et Peuple solidaire. Donc, ce qu'il faut dire ici, c'est que déjà, il faut regarder la Côte d'Ivoire avec lucidité, parce que très souvent nous sommes passionnés. Lorsque on envoie Gbagbo à la Cour internationale pour être jugé, on sait bien qu'on va le libérer. Mais en réalité, on le sort du champ politique. Nous sommes en stratégie. On le sort du champ politique pour laisser Ouattara travailler. Parce qu'il est l'homme des institutions internationales, il a su manœuvrer, il a su se faire des amis, il a su plaire à ceux qui dirigent le monde, qui font et défendent les chefs d'État, notamment sur notre continent. J'avais prévu, comme un prophète, qu'on allait libérer Gbagbo pour relancer la perturbation générale du pays. En fait, nous sommes manipulés. Guillaume Soro, il faut bien qu'il y ait toujours un point de violence quelque part. Guillaume Soro représente donc ce point de violence dans la stratégie de maintien d'une instabilité permanente dans le pays. Et il faut faire très attention, parce que lui, bon, il est très jeune, il y a ce qu'on appelle en politique, en sciences politiques, la légitimité du temps. Et j'attire l'attention des jeunes politiciens. C'est une légitimité que rien d'autre que le temps ne vous l'apporte. Il y a des choses que vous ne pouvez pas connaître pour ne les avoir jamais vues ni jamais vécues. Et lorsque Soro est entré dans sa turbulence, j'avais dit à un de mes amis ivoiriens qu'il ne voit pas qu'il avait des hommes qui vont le broyer. Il a des hommes de la même génération. Il est en sorcellerie. Il ne peut pas tenir. Lorsqu'il a commencé, j'ai dit, il ne peut pas tenir. Non. L'une des choses qu'il faudrait savoir aujourd'hui, c'est que les Africains ont cette faiblesse de lecture stratégique des pouvoirs en Afrique. C'est une chose extrêmement importante pour les jeunes, les hommes politiques en général, et les jeunes en particulier, qui n'ont même pas le temps de se concentrer, parce qu'ils sont tellement influencés par l'ensemble du système mondial, qui est un système qui interfère de manière permanente dans leur comportement. Lorsque Gbagbo part, il n'est plus en odeur de sainteté avec son épouse, peut-être vous ne le savez pas. J'ai eu la chance en 2014 de rencontrer un certain Mamadou Koulibaly, qui est président d'un parti qui s'appelle Leader, qui m'a reçu à Abidjan. Avec lui, j'ai passé 2 soirées
intense de discussion. Et les deux femmes existaient déjà. Donc ce n'est pas une nouveauté. Et donc en fait, ce qui se fait aujourd'hui, on fait mousser autour de Gbagbo. Lorsque Gbagbo est... Et justement pour être à votre suite, je voudrais un peu qu'on observe un peu de l'autre côté l'aspect politique de la chose, parce qu'on sait qu'en Afrique du Sud, aucun rapproche un peu ce que Gbagbo voudrait faire à ce que le patriarche Nelson Mandela, père son âme, a fait, c'est-à-dire après qu'il soit sorti de prison et qu'il se sépare de Winnie Mandela. On connaît tous l'histoire qui a prévalu par la suite. Est-ce que Gbagbo n'est pas en train de vouloir écrire une histoire pareille moi je pense... et vouloir remettre sur la table les ambitions politiques qu'il a toujours et qu'il n'a pas pu exprimer à temps en Côte d'Ivoire? Non, mon cher, vous savez, il ne faut pas fabriquer notre histoire, nous. Gbagbo est un homme politique bien connu, dont on connaît la trajectoire. Mais le problème, c'est le divorce. Qui s'est opposé à Houphouët-Boigny, ce n'est pas une génération spontanée. Il est évident que son passé politique n'est pas forcément reluisant pour lui-même. Et qu'on sait qu'à l'époque, il était l'otage d'un certain Corée, Moïse, qui était un de ses gourous, et la dame, Simone, qu'on voyait en première ligne et qui était en réalité la figure visible n'est-ce pas, de l'activisme du FPI, si vous vous rappelez. Le retour de Gbagbo est forcément un retour ambitieux. Et il est soutenu. Vous allez voir ce qui va se passer. Je fais encore un peu de prophétie. Il ne revient pas pour rien. Il revient pour effectivement que Ouattara n'essaie plus de jouer les grands caïds de la politique ivoirienne. Il revient pour être un élément d'atténuation des ambitions de Ouattara. Et maintenant, sa conversion à l'Église catholique. Vous avez entendu ce que les Limbi vous a dit tout à l'heure. Il y a 12 millions, enfin, il a parlé de 12 millions de personnes, mais en Côte d'Ivoire et dans le monde, il y a là un enjeu ontologique qui est extrêmement percutant et qu'il faut observer. Non, ce que Gbagbo fait là n'est pas... il est dans la réalisation d'une maquette produite à l'avance. Il ne vient pas comme ça. Il ne vient pas parce qu'il veut faire le mimétisme, ressembler à... Non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec un homme politique qui a compris le jeu politique, qui a des nouveaux pères politiques, des nouveaux mentors, qui viennent de le propulser dans notre espace politique avec des objectifs très précis, et parmi lesquels une Simone peut devenir un obstacle à la réalisation de ce qui va se passer, tout comme vous avez fait la relation avec Mandela, lorsqu'il sort avec près de 27 ans de prison, où effectivement il est déconnecté complètement du système sud-africain. On ne veut pas mettre à côté de lui cette source qui était sa femme, qui pouvait le reconnecter à un ancien modèle de pensée. Donc c'est vraiment tout cela est structuré de manière psychologique. Donc cette séparation était prévisible. Le projet politique qu'il a, il ne voudrait pas le partager avec les gens avec peut-être lesquels il pense qu'il a échoué hier. Il a échoué hier. Denis Millet à Tongana, on revoit le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, sauf que sur le plan protocolaire, il y a certains principes de base qu'il n'a pas voulu respecter, même et qui étaient mis en place par l'État ivoirien, c'est-à-dire le protocole d'État, l'accueil à la réserve, disons plutôt au pavillon présidentiel ivoirien, également le corridor qui avait été proposé pour lui. Il a choisi d'aller avec ses partisans, de faire des tours et plus tard chuter au niveau du siège de son parti, le Front populaire ivoirien, et que là-bas il a fait une déclaration très forte sur les Camerounais, parce qu'il a vu les Camerounais à La Haye qui l'ont accompagné, qui ont applaudi. On a pensé au moment qu'il était Camerounais. Est-ce que cela, au-delà des enjeux politiques ivoiriens, est-ce que vous avez le sentiment que Laurent Gbagbo est l'homme de la situation, qui peut remettre au devant de la scène le goût pour les Ivoiriens de vivre ensemble, de manger ensemble, d'être ensemble véritablement, et de pouvoir de bouter au loin toutes les divisions, toutes les crises qui se sont succédées pratiquement 10 ans après qu'il soit parti de la Côte d'Ivoire? Enfin, puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire, je m'en voudrais de ne pas évoquer la condamnation de Soro. Pour moi, il s'agit de la justice des vainqueurs. On sait bien que si Ouattara n'est plus au pouvoir, cette condamnation ne tiendra même pas 2 secondes. C'est la première chose. La deuxième chose ici est que cette condamnation relève d'une communication politique.
pour atténuer et limiter l'impact du retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Tel que vous l'avez remarqué, le président Gbagbo a cristallisé l'attention de tous les médias ivoiriens, internationaux, avec son retour. Mais qu'est-ce qu'il fallait créer pour diminuer l'impact de ce retour? Il fallait condamner Guillaume Soro, avec la condamnation à perpétuité, son parti, la dissolution de son parti politique, c'est venu s'ajouter à l'actualité. Et du coup, M. Gbagbo ne partage pas ça l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire. Certains sont obligés de parler de Soro, d'autres obligés de parler de Gbagbo, et ça intéresse le gouvernement ivoirien qui pense que Gbagbo ne doit pas aller nuire. Il faut donc divertir et diviser les opinions. Ça, c'est une chose. Mais je pense que par rapport au processus de réconciliation qui est en cours, M. Ouattara va certainement jouer un grand coup. D'abord, en accordant la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo, qui jusqu'ici a une condamnation de 20 ans qui pèse sur sa tête. Et pourquoi pas en accordant aussi une grâce à Guillaume Soro, question de montrer que lui, il est un homme de vertu, il est un homme qui veut la réconciliation, il pardonne aux uns aux autres. Donc, ces condamnations, c'est vrai, c'est des épées de Damoclès, mais ce sera aussi une façon pour le président Ouattara, qui est affaibli, il faut le dire, est affaibli avec la disparition de ses deux premiers ministres, avec tout ce qu'on a pu dire autour de ça. Il est vraiment affaibli, il a besoin de porter, de faire des actes forts pour qu'il entre à nouveau dans le cœur des uns et des autres. Le fait qu'il ait donné le pavillon présidentiel et mis le protocole d'État à la disposition du comité d'accueil du président Gbagbo, c'était une très bonne chose. Beaucoup de gens ont apprécié cette ouverture, cette magnanimité. Mais n'oublions pas que la Côte d'Ivoire, ce sont toutes ces personnes-là qui sont censées s'asseoir pour que la paix puisse exister dans ce pays. Et également, pour que la paix existe également au-delà du divorce, on sait également que Guillaume Soro met sur la table les résolutions qui avaient été prises à Marcoussis dans le cadre des accords, mais il pensait pouvoir gérer l'État ivoirien à l'heure actuelle et qu'il n'était pas question pour un troisième mandat de l'actuel chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara. Mais tout à côté, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le retour profond de Gbagbo relativement au fonctionnement de son parti politique, le Front populaire ivoirien. Forcément, on va trouver un bicéphalisme, hein, même si de manière ouverte, c'est le parti de Laurent Gbagbo. Il n'y a que Affi Guessan, pendant les 9 ans que Gbagbo a passé à La Haye, il a tissé certains accords avec le parti au pouvoir. Et est-ce que Laurent Gbagbo va continuer à travailler avec lui? Parce qu'on ne l'a presque pas vu là où Gbagbo est parti. Quelle que sera la décision? Est-ce qu'il va continuer à travailler avec les mêmes caciques qui ont un temps soit peu suscité la division au sein de son parti politique? Oui, effectivement, c'est le premier défi sur lequel on attend le président Gbagbo. Parce qu'au-delà de son divorce avec Simone Gbagbo, il faut reconnaître qu'elle était vice-présidente. Elle est membre fondatrice et elle est vice-présidente de ce parti politique avant que le président Pascal Affi Guessan ne prenne les rênes de ce parti politique. Pour ceux qui regardent un peu le divorce de Gbagbo, il faut qu'ils comprennent que le couple Simone Gbagbo et Gbagbo n'était pas un couple ordinaire. Ce n'est pas les mariages qu'on voit au quartier et leur relation ne se limite pas à une affaire de sexe. C'est une cohabitation entre les deux, une cohabitation politique. Parce que quand on regarde sur le plan idéologique, Simone ne pense pas comme Gbagbo. Simone est de l'extrême gauche, alors que Gbagbo est du centre. Et le fait qu'il ait fait 10 ans en prison, il est devenu davantage modéré. Or, tout le monde sait que Simone, elle est radicale. Parce que avant même, lorsque Gbagbo était au pouvoir, les gens se disaient qu'il y avait pratiquement un bicéphalisme à la tête de la Côte d'Ivoire. Avec Gbagbo comme président, Simone Gbagbo comme vice-président. Et chaque fois qu'elle avait une position radicale, le président Gbagbo était obligé de s'aligner. Donc le fait qu'il soit déjà parti se faire rebaptiser à l'église catholique démontrait déjà qu'il va divorcer avec Simone Gbagbo. C'est Simone Gbagbo qui l'amène chez les pentecôtistes. Les évangélistes. Hein, chez les évangélistes. Et donc il revient donc à l'église catholique, ce qui a été apprécié par... Et on lui a remis un chapelet pour le clergé, la paix et la réconciliation. C'est d'abord là où il était. Donc il voulait donc maintenant se désoulager entièrement de tout ce qui est avec Simone Gbagbo. Moi maintenant ma question c'est de savoir, est-ce que... On sait tous que Simone a aussi beaucoup de sympathie dans le parti.
Parce qu'il y a dans un parti politique, il y a des factions. Il y a ceux qui peuvent être des modérés, ceux qui peuvent être des radicaux. Elle va estimer qu'elle a beaucoup travaillé. Ils auraient même pu diviser le parti pendant qu'il n'était pas là. C'est-à-dire que fait partie les membres, créer autre chose autour du parti politique, ne pas voir évoluer cette dynamique au sein du FPI. Moi, je crois que Simone Gbagbo, sa présence à l'aéroport, elle n'était pas là comme une simple épouse. Elle était là comme un cadre politique du FPI, comme une vice-présidente du FPI qui a joué un rôle dans la création, dans le fonctionnement, et qui pense qu'elle a encore un rôle à jouer dans le cadre de ce parti politique. Et qu'elle a beaucoup apporté. Moi, je ne pense pas que leur divorce va impacter. Au concret, ils vont rester dans le cadre de la cohabitation qu'ils ont toujours menée, parce qu'ils n'ont pas toujours réfléchi de la même manière. Ils n'ont pas toujours eu la même idéologie dans leur façon de faire la politique. Donc je suis convaincu qu'au-delà du divorce, ils vont s'asseoir en tant que personnalité politique pour recoller les morceaux et associer peut-être le président Pascal Affi-N'Guessan. Il faut rappeler que le FPI en ce moment a plusieurs députés, dont l'un est le fils de Laurent Gbagbo. Michel Gbagbo, qui est donc député à l'Assemblée nationale du côté de la Côte d'Ivoire. On sait également que la division entre les deux personnalités, Simone Yves Gbagbo et Laurent Gbagbo, le point d'achoppement de ces enjeux, c'est autour du fonctionnement de cette formation politique, parce qu'en termes d'intérêt, Gbagbo ne trouve pas grand-chose, mais son âme se pose au niveau de la gestion du parti politique, qui sera un appui fondamental pour lui dans le positionnement de ses affaires sur le plan politique, d'ailleurs, et amené plus haut comme il le pense, la Côte d'Ivoire. Il a toujours prôné la paix et que ce n'est pas ceux qui ont la force ou alors ceux qui ont les moyens de combattre les autres qui pourront le faire, mais ce sont les idées. Abel Elibi Lobert, la Côte d'Ivoire, c'est un scénario de manière particulière qu'on vit ces derniers temps. Le retour de Laurent Gbagbo va venir déclencher quoi? Première interrogation. De deux, est-ce que depuis qu'on n'a pas entendu Alassane Dramane Ouattara s'exprimer, est-ce qu'il y a une carte qui réserve au retour de Gbagbo? Comment la situation pourra-t-elle se dérouler dans les semaines, dans les mois qui arrivent, si les deux hommes politiques décident de retourner dans la bataille, parce que pour l'instant, il n'y a aucun signe qui prédispose ces hommes à œuvrer, à travailler ensemble pour un retour pour la paix en Côte d'Ivoire. Je suis pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas prise en otage par le triptyque ou le triplet Ouattara, Gbagbo, Bédié. Ces gens ont joué leur partition et nous avons vu que pour Bédié comme pour Ouattara, la culture qui voudrait qu'on ait des principes à géométrie variable est dangereuse. Ce sont ces gens qui ont plongé la Côte d'Ivoire. Et la libération de Gbagbo et son retour est une grande victoire sur les forces du mal. Soro m'intéresse beaucoup. Et je lui ai gardé 2 versets ici qui parlent autant aux Camerounais. Premièrement, l'apôtre Paul, dans Romains, parlant aux chrétiens, leur dit dans Romains chapitre 15, verset 19, « Poursuivons les choses qui favorisent la paix et celles qui sont constructives les uns pour les autres. » Guillaume Soro est un homme qui a organisé la guerre civile. C'est un putschiste, c'est quelqu'un qui a voulu renverser les institutions par des voies non démocratiques et qui a organisé 10 ans de guerre. C'était un chef de guerre. Mais n'oublions pas que sur le plan politique, son père spirituel, c'est Gbagbo. Deuxième verset que je lui ai gardé, c'est Matthieu qui relate comment on va arrêter Jésus. Judas vient, lui fait la pise, et puis les gens arrivent là, on veut arrêter Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, verset 52. Un des proches de Jésus enlève son épée et coupe l'oreille d'un soldat qui veut venir arrêter Jésus. Et Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Je suis très content de ce qui arrive à Guillaume Soro. Parce
parce qu'il a transgressé les principes qui fondent la vie politique. La vie politique n'est pas une vie où on se comporte n'importe comment au nom des seuls intérêts qu'on poursuit. Il faut un minimum de moralité, un minimum de principes qui nous guident dans la vie politique. Voilà donc Guillaume Soro condamné à l'exil. Par qui? Ce n'est pas Gbagbo qui le condamne à l'exil. C'est Ouattara avec qui il s'est allié pour piétiner les principes démocratiques, les règles qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans 10 ans de tourmente. La Bible nous dit, poursuivons les choses qui favorisent la paix. C'est pour ça que vous avez vu ici que quelqu'un qui est allé aux élections, tout le monde voyait qu'il va perdre les élections parce qu'il n'avait pas les moyens de les gagner. Quand il décide, M. Kamto, d'organiser des marches pour chasser Paul Biya du pouvoir, je suis le premier à dire que tu ne vas pas le chasser. Parce que d'abord, tu étais son serviteur. Tu nous as dit ici qu'il était bon. Tu ne peux pas revenir nous dire, quelqu'un m'avait dit dans une buvette à Douala, un peu papa de l'Est, il me dit, mais il ne comprend pas le monde. Tu ne peux pas, excusez-moi du peu, faire l'amour avec une femme pendant 7 ans et c'est à la 8e année que tu dis qu'elle ne sait pas faire l'amour. Tu as vécu avec Paul Biya, tu viens nous dire maintenant, tu n'es pas recevable. Tout est permis, mais tout ne bâtit pas. C'est ça les enseignements sacrés. C'est pour ça que nous devons dire aux gens que, et l'apôtre Paul, je vous fais grâce de ces derniers chapitres-là, il dit évitons les attelages disparates. Ne nous mettons pas n'importe comment. Je suis anti-RDPC. Moi, je suis que pour que le RDPC tombe. J'ai fait 40 ans de lutte. C'était pour que le RDPC quitte le pouvoir. Oublie. Je ne viendrai jamais chez vous. Même si je critique ma famille politique, faites des nouveaux illuminés comme ceux-ci qui nous gâtent la lutte. Je dis néanmoins que votre destin, vous l'avez déjà accompli. Le principe voudrait que démocratiquement, là, qu'on renverse ces gens. Mais c'est démocratique. Où est la place des Ivoiriens? Ou surtout la place des Ivoiriens? La place des Ivoiriens, c'est des gens qui ne veulent pas respecter les principes. Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, comme disait Ilundo. Tout nous donne l'impression que Laurent Gbagbo va chercher à revenir. Ce serait pour moi à tort. Mais dans un premier temps, vu simplement, Laurent Gbagbo n'a pas gouverné. À peine il est élu, que des forces du mal, incarnées par Ouattara et Soro, en sous-main Bédié, organisent une situation qui l'empêche 10 ans. Parce que Gbagbo n'a pas fait 2 élections. Il a été élu et il est resté au pouvoir 10 ans parce qu'on ne pouvait pas organiser les élections. Et quand on organise les élections, il y a tout un complot international pour le faire tomber. Il tombe, on l'amène, on le traduit dans une justice. C'est comment il s'appelle? Ouattara, qui l'envoie là-bas. Donc nous sommes dans un jeu politique. Et il y fait 10 ans. Nous sommes dans un jeu politique où, si Gbagbo revient au pouvoir, et que la parole de Jésus s'applique, tu tues par l'épée, tu péris par l'épée, vous serez surpris que Ouattara aussi aille en prison 10 ans durant. Ne soyez pas surpris si cela se produit. Ça peut réveiller je souhaite même ça pour lui. Parce que nous devons éviter que dans la vie politique, nous fassions n'importe quoi. Vous avez des gens qui sont des opposants aujourd'hui pour leur propre frustration au Cameroun, qui rêvent de voir qu'ils sont au pouvoir, ils vont faire ceci ou cela à Paul Biya. Paul Biya lui-même craint de quitter le pouvoir parce qu'il croit que s'il quitte le pouvoir, il n'est plus au pouvoir, sa sécurité n'est plus assurée. C'est ça qui nous empêche de progresser dans notre lutte. Les extrémismes, ce que Bandakani appelle l'anti-biaïsme primaire. Ces partis politiques qui prennent l'argent pour exister dans l'opposition, pour donner l'impression qu'ils sont des opposants radicaux, qui nous vendent le radicalisme. Et tout ça, c'est le jeu politique. Tout ça, c'est le mauvais jeu politique qui empêche les oppositions. Vous voyez, vous faites un coup d'État au Mali, vous faites le Mali vit des coups d'État à coup d'État, à coup d'État, à coup d'État. Et c'est fait exprès pour ça. Les principes, les gens ne veulent pas respecter
Merci Abel et Libé Lobé, on sera très heureux de vous recevoir très prochainement sur cette antenne. Hein. Merci pour vos contributions. Merci à l'honorable Alain Tidio Roosevelt. Merci à Joseph Marie Lundou de la société civile. Vous êtes également auteur. On vous souhaite bon vent avec votre livre. Hein. Et également merci à Emilien Denis à Tangana. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés encore ce dimanche. C'était un plaisir d'échanger autour de ces questions d'actualité. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dimanche prochain à 11h avec d'autres invités, forcément de nouvelles thématiques. D'ici là, restez en compagnie de la chaîne des 10 régions du Cameroun. La rediffusion de cette émission, c'est à 21h ce soir. Bonsoir.